Bonjour à tous les copinots, David Bocage au micro pour l'avant-dernier épisode, oui déjà l'avant-dernier épisode de la première saison de Dreadful Tape. L'épisode se termine, la saison se termine de Dreadful Tape en même temps que la saison régulière. On arrête où la folie des séries prend le relais. Cela dit, je suis très content parce que soyez sans crainte car je suis fier de vous annoncer en primeur que je serai au Festival de la radio numérique de Gatineau, le Festival Transistor. Ils ont un site internet, allez voir. Et ce, le dimanche 30 avril 2017 pour un enregistrement spécial devant public. Ce sera dans le centre-ville du Vieux-Hall, dans le Café-bar Le Troquet. On dirait un sketch de François Pérusse, tout ça, mais bref, c'est très vrai. Café-bar Le Troquet de 16 à 17 heures le 30 avril 2017. Café-bar Le Troquet, 16 à 17 heures, le 30 avril 2017, et c'est gratuit. C'est la parfaite occasion pour venir voir le podcast devant le public avec votre ami, votre ami avec qui vous parlez juste de hockey, parce que c'est tout ce que vous avez en commun et que vous n'avez partagé aucune des autres décisions des autres sphères de sa vie. Donc, venez avec un ami, si ça vous tente, c'est gratuit. On est là de 16 à 17 heures. Il y a plein d'autres podcasts qui sont là. Nous, quand on finit à 17 heures, la soirée est encore jeune de Radio-Canada commence leur émission juste à côté de où on va être situé. Mike White sous écoute va être là également pour les fans d'humour. Il y en a plein à aller voir sur le site internet, c'est incroyable. On est devant le public, donc il y aura même des questions. Là, c'est votre chance aussi. Vous allez pouvoir poser peut-être des questions à la fin de l'enregistrement à l'invité qu'on va prendre du public. Alors, on est justement d'ailleurs en plein booking pour l'invité, pour l'événement. Ça fait pas longtemps qu'on l'a appris, donc on est là-dedans en ce moment. Et si vous avez des plugs, si vous avez des contacts, si vous avez des suggestions, des idées, ça nous ferait plaisir de recevoir, je dis n'importe quoi, si vous êtes de la région de Gatineau et vous dites, je connais un ancien joueur des Olympiques, je connais un joueur des Sénateurs, je connais quelqu'un qui habite dans ce coin-là, un ancien joueur, un ancien arbitre, peu importe, je dis n'importe quoi, écrivez, je dis tout le temps n'importe quoi, non, je dis pas tant n'importe quoi, là, calme-toi, là, tu sais. Bref, écrivez-nous à Valérie, oui, Valérie qui s'occupe du booking, Valerie, Valérie, @dreadsultape, DRETTESULTAPE. Valérie@dreadsultape.com ou sur notre site internet www.dreadsultape.com. Dans la section contact, vous dites je suis le beau-frère de Sylvain Turgeon, ça serait malade, je peux vous mettre en contact. Cool, écrivez-nous, écrivez à Valérie, ça va nous faire plaisir. Surtout que c'est dans pas très longtemps, donc ça va nous permettre de clencher là-dessus. Donc voilà pour le Festival Transistor Radio numérique de Gatineau, 30 avril 2017. Donc prochain point que je vais vous dire, on m'a dit de faire le message aussi. On est sur iTunes, comme certains de vous le savent. Et si vous aimez le podcast, si vous appréciez ce qu'on fait, si vous avez une seconde, le temps d'aller voter dans les étoiles, ça aide beaucoup le podcast d'avoir des étoiles, et si vous vous sentez là, même marquer des commentaires, ça aide beaucoup le podcast dans sa visibilité, ça aide beaucoup à ce qu'il soit plus vu sur iTunes par les nouvelles personnes qui utilisent iTunes et donc qui peuvent découvrir le podcast. Donc si vous avez une seconde pour aller voter, ça nous ferait très plaisir, ça aide le podcast à se faire découvrir de plus en plus, ce qui va déjà très bien. Donc voilà, c'est ce qui m'amène à notre avant-dernier épisode, alors que j'ai reçu François Landreville, mais qui est-ce? François Landreville, c'est un très bon timing en ce moment parce que la saison achève en ce moment. Les séries commencent dans à peine 2 semaines et donc pour plusieurs qui font pas les séries, c'est la fin de la saison et même ceux qui vont faire les séries, la fin approche. Et François est préparateur physique avec les joueurs de la Ligue nationale et on est rentré dans le détail de qu'est-ce qu'il fait vraiment avec les joueurs, comment il prépare les joueurs pendant l'été. Donc très intéressant. Donc voici la fois où j'ai rencontré François Landreville. Dreadful Tape avec David Bocage. Yes sir, François Landreville, salut, ça va? Ça va, oui, David, oui. Yes, merci d'être là. Merci à toi. Dans cette tempête, je sais pas quand l'épisode va passer, mais en ce moment on est le lendemain du congédiement de Michel Therrien et c'est la tempête à Montréal. Il était là non seulement à l'heure, mais en avance, donc félicitations pour ça. Merci. Il faut être ponctuel dans la vie. Ouais, c'est ça, j'aime ça, les gens en avance. Donc, c'est ça, je sais que j'aime ça, présenter des gens au monde. Des fois, il y a des gens qui ne connaissent pas parce que même si tu as fait un petit peu de télévision, tu as été un petit peu à Ça commence bien, tu fais un petit peu de radio. Ouais.
Toi, dans le fond, t'es surtout connu pour être entraîneur personnel, si je ne me trompe pas. Oui, exact. Je fais beaucoup de joueurs de hockey. J'ai beaucoup de joueurs dans la Ligue nationale, Ligue américaine, Ligue junior majeure, tout ce qui est l'élite, là, le midget 3. Je m'occupe d'une équipe aussi, les cantonniers de Magog. Et puis j'ai un programme aussi on appelle ça un sport-études, mais on n'est pas affilié à une école qui s'appelle Swimming Hockey. C'est un programme qui est international. Donc ça fait longtemps que j'entraîne des joueurs dans le gymnase, sur la glace. Ça fait avec les joueurs de la Ligue nationale, ça fait, je te dirais, à peu près 18 ans environ. Que tu fais ça. Ouais. Là, je sais que les gens, ça leur démange de savoir, là, c'est le temps de name dropper les gens qui t'entraînent parce que les gens ils veulent leur placer. C'est le temps où tu peux te vanter, c'est qui t'entraîne. J'en ai entraîné beaucoup. Ouais, tu peux le passer et présent. Passer, Marty Havlat, les frères Michalek, Patrick Eliash, Pomainville, Bordelot, j'en ai eu plusieurs. Il y en a plusieurs qui sont en Europe aussi. Vous avez eu un invité qui s'appelle Max Noro aussi. Oui. Donc, lui, c'en est un que j'ai déjà entraîné plusieurs années. Barberio, qui vient d'être qui est rendu maintenant avec Colorado. Donc, c'est tous des joueurs que j'ai entraînés, mais je reviens toujours à la base. Pour moi, c'est important de revenir à la base. La base, c'est les jeunes. Le développement, tu vois une progression qui est beaucoup plus rapide. Fait que, mais je travaille avec les cantonniers Magog, comme je disais tantôt. Là, ça fait 3 ans que j'entraîne là-bas à Magog 1 fois par semaine. Qui est du midget 3, là. Du midget 3, c'est Félix Potvin qui est l'entraîneur-chef là-bas. Donc on s'est connus par interférence d'amis là. Donc puis c'est une super belle expérience pour moi. Les jeunes, lui il me donne carte blanche, je peux faire sensiblement ce que je veux avec les joueurs sur glace. Donc puis ça va très bien là. Chaque année, on se rend quand même assez loin dans les séries. Est-ce que toi c'est au niveau de l'entraînement physique avec les jeunes ou c'est au niveau du power skating, parce que je sais que tu fais aussi... Ouais, je fais les deux. Je fais les deux. Avec les cantonniers, c'est seulement de la glace, parce qu'il y a une portion des joueurs, je fais seulement la portion de glace, mais il y a aussi des joueurs de la Ligue nationale, je fais l'entraînement en gymnase, la préparation estivale, avec l'entraînement sur glace aussi. Avec les jeunes, tu sais, maintenant, un des sujets récurrents, c'est comment les jeunes, c'est de plus en plus tôt, ils se font de plus en plus dépister, toujours plus tôt, toujours plus jeunes. Plus tard, on dirait qu'ils vont se faire dépister en maternelle, là, tu sais, ça va tout le temps, ça recule. Toi, en tant que préparateur physique, tu travailles avec des jeunes qui sont encore en développement, qui sont encore en croissance, qui n'ont pas fini de grandir. Ça change même très vite. Dans ces âges-là, des dominants deviennent des joueurs banals et vice-versa. Comment tu fais pour bien doser, pour dire, ben là, faut que je les entraîne, mais il y a une limite. Puis c'est quoi la limite? Ben ça c'est une super bonne question parce qu'il y a plusieurs aspects de l'entraînement. Il y a l'âge, c'est certain que l'âge est important. J'entraînerai pas un jeune de 12 ans de la même manière qu'un joueur de la Ligue nationale. Donc l'intensité va être beaucoup plus grande. Il y a beaucoup plus de choses qu'on peut faire aussi. Avec les gars de la Ligue nationale. Avec les joueurs de la Ligue nationale. Puis les jeunes, c'est une base que je leur montre comment bien s'entraîner, comment tenir une barre, comment s'étirer comme il faut. Ce qui est le plus important pour un athlète, c'est le centre du corps. Donc, les abdos, le bas du dos. Je leur montre à bien travailler ça parce que c'est ça qui va te guider sur la glace ou dans n'importe quel autre sport aussi. Donc, on commence par la base. On équilibre le corps. C'est-à-dire que tu as un côté fort, côté faible. Donc, tu veux amener ton côté faible sensiblement de la même force que le côté fort. Donc, ce que ça va faire, ça, au bout de la ligne, c'est que tu vas être capable de freiner des deux côtés, faire des pivots des deux côtés, des croisements, tout va devenir beaucoup plus facile. Donc, c'est ce que je travaille avec les plus jeunes. Et puis, on fait, au lieu de lever des gros poids, on lève des plus petits poids. Donc, je fais des séries de genre de 20-25 répétitions. Donc, le jeune peut pas lever des poids qui sont super pesants, puis ça va pas nuire à ses plaquettes de croissance. Donc, ils vont pouvoir continuer à grandir là, en s'entraînant, mais en s'entraînant de la bonne manière. C'est quoi, chez les jeunes, l'entraînement des jeunes, les erreurs les plus communes que tu vois? Ben, ils sautent beaucoup d'étapes. Donc, si on veut, souvent, la première question là, c'est, je vais avoir des gros bras. Et moi, ce que je leur dis, c'est que tu patines pas avec tes bras, tu patines avec tes jambes. Donc, faut toujours commencer par la base, les stabilisateurs. Bon, les stabilisateurs, ça commence par les pieds. Donc, je travaille beaucoup d'instabilité. Ça le dit dans le nom, stabilisateur, se stabiliser, l'équilibre. Ça, c'est la base sur la glace. Donc, dans le fond, l'entraînement, qu'est-ce qui est spécifique au hockey? Parce que toi, tu as entraîné aussi d'autres athlètes dans le contexte. On y reviendra, mais spécifique au hockey, c'est quoi l'entraînement? Qu'est-ce qu'on regarde spécifiquement? Est-ce que c'est beaucoup plus le bas du corps que le haut du corps?
C'est surtout le bas du corps et le centre du corps. Okay. Le centre du corps, ce que je disais tantôt, les abdos, le bas Exactement. du dos, c'est ce qui va te guider. Ensuite, tout ce qui est la stabilisation. Donc, moi, je travaille beaucoup, même avec les athlètes professionnels, l'instabilité. Et puis, il faut qu'il y ait une cohérence aussi en ce que tu fais dans le gym et ce que tu reproduis sur la glace. Mm-hmm. Donc, je fais beaucoup d'exercices à une jambe, des sauts d'une jambe à l'autre sur la glace aussi. Donc, j'essaie de recréer ce que je fais dans le gymnase sur la glace et ce que je fais sur la glace dans le gymnase. Fait qu'il faut qu'il y ait une cohérence avec tout ça. Si on regarde un joueur de football, par exemple, si on veut comparer, un joueur de football va faire un effort de 4-5 secondes. Après ça, il va se reposer. Mais un joueur de hockey, eux, tu regardes un chiffre, c'est à peu près 45 secondes. Fait que là, l'entraînement est pas pareil, là. Un joueur de football, ça va être plus en force, en masse musculaire. Le joueur de hockey aussi, mais il faut que son muscle reste explosif quand même. Ouais. Donc, c'est des grosses différences, là, en différents sports. Ouais. Crosby, il est connu pour être le meilleur joueur au monde, mais aussi pour son entraînement physique, justement, son poids du corps puis sa stabilité. Ouais. Est comme assez remarquable. Je disais récemment ben là, c'est trop tôt, dans le sens qu'on n'a pas encore le recul pour dire ça, mais qu'il a un petit peu changé la manière dont les gars s'entraînent, parce qu'ils appellent ça les edges, au niveau de ses patins, la manière qu'ils virent sur un 10 cents. Ça paraît peut-être pas tout le temps à la télé, parce que ça a l'air donc facile quand il le fait, mais je pense que c'est un article que j'ai, je pense, dans le Hockey News, ça disait que, je pense, dans quelques années, on va pouvoir dire que non seulement il va avoir influencé la game sur la glace, mais juste la manière de s'entraîner hors glace, au niveau de travailler des choses qu'on travaillait pas il y a 5-10 ans, là, c'est-à-dire récemment. C'est vrai, ça? C'est très vrai, puis même moi, chaque année, je me renouvelle. Donc, je regarde ce qui se fait ailleurs, puis je me promène aussi beaucoup dans le monde. Là. Je fais des entraînements en Europe, aux États-Unis, tout ça. Mais oui, il faut être capable de se renouveler, regarder ce qui se fait, puis il faut avoir une bonne analyse aussi de la biomécanique du joueur de hockey, parce que c'est pas tout ce qui se fait qui est bon nécessairement pour l'athlète. Donc, j'ai une facilité à savoir comment que ça fonctionne, puis oui, est-ce que ça va être bon ou ça sera pas bon. Faut se dire les vraies choses, là. Il y a pas personne qui a inventé rien, OK, dans le hockey ou dans n'importe quel sport, là. Une glace, c'est une glace, puis un gym reste un gym. C'est ce que tu vas faire avec qui va faire la différence. Puis souvent, on se laisse, les parents, souvent, vont se laisser attraper par des nouveautés. Puis dans le fond, là, ça va coûter juste extrêmement cher. Des modes. Puis au bout de la ligne, là, tu seras pas meilleur. Là. Qu'est-ce que, par exemple, les parents, souvent, ils se font avoir? Ben, il y a beaucoup d'argent dans le domaine du hockey. Donc, tu sais, t'as des écoles de hockey, le hockey 12 mois par année, le power skating, le stick handling, il y a tout ça. Ouais. Premièrement, le 12 mois par année, moi, je crois pas à ça. OK, premièrement, t'es pas un athlète professionnel, là. Moi, je dis toujours, quand t'es un jeune, ben, let kids be kids. Ça veut dire que, tu sais, les enfants, faut que ce soit, faut que t'apprennes à jouer d'autres sports aussi, qui vont probablement t'aider dans le hockey. Genre le tennis, coordination, balle-œil, faut que tu te déplaces de côté à côté. Il y a un sport qui devient de plus en plus populaire ici, c'est la crosse. Donc, ça aussi, au niveau cardiovasculaire, au niveau du jeu d'équipe, avoir la coordination avec la balle, et puis ton bâton, fait que c'est le soccer aussi. Le soccer, c'est un jeu qui ressemble beaucoup au hockey. L'entraînement est très très similaire et c'est un jeu de positionnement. Donc c'est apprendre à décrocher un peu du hockey, pas faire du hockey 12 mois par année. Ça c'est important parce que le repos devient aussi important. Parce que un jeune là, qui va jouer 12 mois par année, puis on le voit de plus en plus, éventuellement là, il va décrocher. Parce que ça devient trop. Là. Psychologiquement, il est fatigué aussi. Ben, psychologiquement, puis au niveau de son corps aussi, son corps devient fatigué, sa tête devient fatiguée, il écoute plus. Donc il évolue plus. Là. Un jeune qui s'amuse pas sur la glace, ben jamais il va s'améliorer parce que quand tu joues à un jeu, là, mettons que t'aimes les cartes, je sais pas si t'aimes les cartes, là, mais Uno, non c'est vrai. Mais Uno, c'est un jeu de cartes, oui c'est vrai. Mais si t'aimes Uno, éventuellement, là, à force de jouer, tu vas peut-être te tanner. Non seulement ça, c'est un jeu que t'aimes pas. Tu sais, qui t'est imposé, parce que souvent j'en vois aussi que c'est plus le parent qui veut que le jeune. Ben tu le fais pas pour toi, tu le fais pour quelqu'un d'autre. Puis ça souvent là, c'est là qu'on voit des problèmes avec les jeunes, c'est qu'ils écoutent plus, ils évoluent plus, ils ont plus de plaisir à jouer le jeu. Là, ça devient difficile. Est-ce que ça t'est arrivé d'intervenir auprès des parents ou des trucs où tu sentais que
c'était pas l'enfant qui avait le plaisir? Oui, ça m'arrive encore régulièrement parce que souvent je reçois des appels de parents qui me demandent pour entraîner leur enfant. Et puis moi je suggère toujours une rencontre avant, juste pour voir qui veut vraiment. Ouais. Parce que au nombre de joueurs que j'entraîne, j'ai pas le temps c'est plate à dire, mais je peux pas perdre mon temps à me concentrer sur un athlète quand j'en ai 40 autres qui attendent après moi. Ouais. Donc j'essaie de former des groupes qui sont similaires. Mais oui, ça arrive souvent que quand je vois que c'est le parent qui veut plus que le jeune, puis parce que tu sais, il faut que tu sois dédié quand même à ton sport, là. Puis quand tu veux pas, puis que c'est le parent qui veut plus que toi, ça devient plus difficile là, au niveau de l'entraînement, d'amener l'athlète à un niveau qui est supérieur. Et donc, ça t'est arrivé de dire à des parents? Ouais. Je pense pas que c'est la meilleure idée. J'ai déjà avisé des parents que j'étais pas pour entraîner leur enfant. Est-ce qu'ils étaient déçus? Oui, il était déçu, mais je suis capable d'expliquer pourquoi aussi. Parce que c'est important, là. Je peux pas dire je l'entraîne pas. Il faut que tu saches expliquer pourquoi. Puis des fois, je dis aux parents, je dis, tu sais, c'est correct là qu'ils fassent un sport, puis qu'ils s'amusent, puis c'est correct, puis il y a pas de mauvaise réponse quand tu dis à un jeune pourquoi tu joues au hockey. Tu sais, parce qu'il y en a qui disent moi je veux jouer dans la Ligue nationale, il y en a d'autres qui disent moi je veux un scholarship américain, puis il y en a qui disent je joue pour le plaisir. Les réponses sont toutes bonnes. Sauf que est-ce que ça vaut la peine de dépenser 12 mois par année ou de l'argent parce que tu peux dépenser beaucoup d'argent dans le hockey là, 8-10 000 $ par année facilement là. Pour avec un enfant qui veut juste s'amuser puis jouer avec ses chums. Tu sais, faut avoir un bon dosage là-dedans. Moi, j'ai pas très peur de dire aux parents dépense moins, mais laisse qui continue à s'amuser puis c'est correct aussi. Quand on a parlé justement des joueurs, des jeunes qui jouent 12 mois par année, les études sortent de plus en plus sur comment ça favorise les blessures. Oui. Parce que dans le fond, tu travailles trop les mêmes choses, alors que quand tu changes de sport, ben là, tu changes le mal de place, tu changes les trucs. Aussi, mais il y a des choses qu'il faut maintenir. Souvent, il y a l'entraînement estival qui se passe l'été, puis on oublie de continuer après. Donc, je donne un exemple au niveau des étirements. Mais c'est quelque chose qui est vraiment super plate à faire, là. S'étirer tout seul ou faire des abdos, du bas de dos tout seul. C'est plate, mais c'est ce qui est le plus important. Donc, souvent, on oublie ça, puis c'est là que les blessures arrivent. On voit des jeunes souvent, parce que les jeunes imitent les professionnels. Ouais, c'est ça. Fait que si on va au Centre Bell, on regarde les joueurs qui embarquent sur la glace. Ils vont faire une coupe de tours, vont faire une coupe de lancers, puis ils vont commencer à s'étirer sur la glace. Okay? Donc, quand tu t'étires statiquement, là, quand tu restes sur place, ben là, ton muscle devient en repos s'il n'est pas réchauffé comme il faut. Ce qu'on oublie, c'est que les joueurs de la Ligue nationale ils ont fait un échauffement d'à peu près 40-45 minutes avant d'embarquer sur la glace. Ici, nos jeunes ne font pas ça. Donc, ils s'en vont sur la glace, puis ils imitent. Donc, ils étirent un muscle qui est froid. Et puis, c'est là que c'est plus facile pour les blessures. Donc, moi, ce que je dis à ceux que j'entraîne, mes athlètes, faites un étirement qui est actif. Donc, un étirement qui est fait en mouvement. Donc, tu réchauffes ton muscle à mesure, tu l'étires à mesure aussi, puis il va s'étirer tranquillement. Ça va être beaucoup plus... C'est moins prévisible au niveau des blessures. Là. C'est fou comment ça a changé, parce que juste quand moi j'étais jeune dans les cours d'éducation physique, c'était comme on commence par s'étirer, puis on était complètement à froid, tu sais, c'est ça. C'est que là, ton muscle est froid, tu le relaxes en plus. Fait que là, tu t'aides pas, là. C'est fou comment on était mal informés. Il y a pas si longtemps que ça. Ben, moi, quand je jouais au hockey, quand j'étais plus jeune, j'allais faire du jogging, là, à midi, dans le temps le plus chaud l'été, là. Aujourd'hui, on fait plus ça, là. Non. Fait que ça, tu sais, tout a évolué, mais il faut que tu sois capable, en tant que préparateur physique, d'évoluer avec les changements aussi. Mais de la bonne manière. C'est vrai. Les gars de la Ligue nationale, quand tu les entraînes l'été, est-ce que... je vais recommencer au début, dans le fond, par rapport à l'entraînement. En fait, c'est quoi le processus dès qu'un gars finit la saison? C'est-à-dire qu'il va y avoir différents gars, c'est-à-dire qu'il y en a qui vont se rendre en finale de la Coupe Stanley. Exact. Ils n'arriveront pas dans le même état que celui qui, en avril, il fait pas les séries. Exact. Donc, la première chose que je regarde, moi, c'est est-ce qu'il y a des blessures?
Parce que s'il y a des blessures, souvent, moi, les athlètes, je leur donne ils vont prendre 2-3 semaines, dépendamment de quand ils finissent la saison. Ça peut être jusqu'à un mois de vacances. Okay? Donc, il faut qu'ils décrochent là parce que c'est exigeant quand même. Là, c'est 82 matchs plus les voyages en avion, les décalages. C'est pas mal plus exigeant qu'on pense. Ouais. Même si la majorité des gens voient le signe de pièce au bout. Là, c'est des millionnaires. C'est facile, ça semble facile. Ouais. Ben, c'est pas si évident que ça. Ouais. Donc, c'est la première chose que je regarde. Est-ce qu'il y a une blessure? S'il y a une blessure, je vais le prendre tout de suite, puis on va continuer à guérir la blessure avant de commencer pour pas qu'il y ait de retard au niveau de l'athlète. Donc, ça, c'est la première chose que je regarde. Et puis après ça, on équilibre le corps. Donc, je fais la même chose avec les joueurs de la Ligue nationale que les jeunes. Ouais. Je rééquilibre le corps comme il faut pour que le côté faible, c'est normal qu'il soit encore, là, mais que le côté faible devienne aussi fort que le côté fort. Un coup que ça, c'est fait, ben là, on commence au niveau de la masse musculaire. Puis moi, dans les entraînements que je fais, quand je fais la masse musculaire, je garde tout le temps le muscle actif, c'est-à-dire explosif. Donc, il y a beaucoup d'explosion dans mes exercices aussi que j'ajoute, plus l'étirement, plus le centre du corps. Donc, c'est les entraînements deviennent assez longs, rendus là. Puis plus qu'on avance dans l'été, là, on commence d'aller sur la glace. Donc, il y a un entraînement en gymnase, un entraînement sur glace aussi en même temps. Pour ce qui est des joueurs qui se rendent plus loin en séries éliminatoires, ça m'est déjà arrivé. Il faut, j'aime pas ça, mais il faut presque sauter des étapes. Puis l'étape que je saute le plus, c'est au niveau de la masse musculaire. Donc, parce que j'arrange les petites blessures, on garde on équilibre le corps, puis après ça, on passe au niveau pliométrique, là. C'est de faire descendre le taux de gras, pour que l'athlète soit capable de bien performer sur la glace, là. Est-ce que l'athlète coupe dans les vacances quand il... Oui, les vacances sont beaucoup plus courtes. Souvent, ça va être une semaine ou deux maximum. Puis parce que moi, je trouve que les saisons finissent beaucoup trop tard, là. Ouais. Ceux qui gagnent la Coupe cette année, souvent, c'est en juin. Ouais. C'est difficile là, pour le corps. Puis c'est pour ça qu'on voit pas beaucoup d'équipes aussi qui ont gagné la Coupe cette année, qui sont rendues à la Coupe cette année. L'année d'ensuite, c'est beaucoup plus difficile. Physiquement, mentalement aussi. Parce que 80% là, c'est dans la tête. Ouais. Fait que c'est là que ça se passe. Puis quand t'as pas eu beaucoup de pauses, mais là, ça devient plus... Mentalement, tu deviens fatigué. Là, ton corps, il répond moins bien. Tes prises de décision se font moins vite. Donc, c'est toutes des petites choses qui, au bout de la ligne, vont faire une différence. Donc, les gars qui finissent la saison plus tôt arrivent beaucoup plus en forme que les gars qui finissent plus tard? Ou plus reposés, en tout cas. Plus reposés, ouais. Je te dirais plus reposés. On est capable de les rattraper. Ceux qui finissent plus tard, on est capable de les rattraper, mais c'est ça. C'est au niveau de la masse musculaire que tu devrais prendre pendant l'été. C'est là que je coupe, moi. Parce que pendant l'année, je pense que l'importance, parce que informe-moi par rapport à ça, mais tu prends de la masse musculaire pendant l'été parce que pendant l'année, t'as pas le temps. Tu veux pas le faire non plus parce que ce que tu veux faire pendant une saison, c'est de maintenir ton poids. Donc tu veux pas perdre trop de poids, mais tu veux pas en gagner trop non plus parce que là tu as des pertes d'énergie. Donc tu patineras pas à la même vitesse. Si tu prends du poids. Ce qui ralentit un joueur sur la glace, c'est le taux de gras qu'il y a sur le corps. Okay. Donc c'est ce que tu veux contrôler. Donc, j'ai aussi, dans ce que je fais avec les athlètes, il y a un aspect au niveau de l'alimentation qui devient super important. Et puis, vu que c'est mon nom qui est au bout de la ligne, mais je m'assure que les joueurs mangent bien. Parce que la majorité des gens pensent qu'ils mangent bien, mais ils mangent pas bien. Encore aujourd'hui? Encore aujourd'hui, oui. Tu sais, souvent, je vais poser une question. Est-ce que tu manges bien? Puis souvent, ils me disent, certainement, je mange très bien. Alors, combien de repas par jour? 3. Ah, 3, c'est pas assez. Pour un athlète professionnel. Pour un athlète, puis tu sais, comme les quantités d'eau que tu vas prendre. Souvent, maintenant, on a des masquants, là, tu sais, les protéines, les fameuses protéines. Ouais. Bon. Apprends à bien manger avant de prendre ça. Tu sais, moi, c'est ce que je conseille. Tu sais, ce qui est artificiel, normalement, là, j'ai un petit peu de misère avec ça. T'es supposé tout avoir dans les aliments naturels. Dans les aliments naturels, puis ton corps aussi va te donner ce que tu as de besoin. Tu sais, les produits laitiers, moi, je suis pas très, très produit laitier pour mes athlètes. Pour quelle raison? 75% de la population mondiale est intolérante au lactose en partant. Okay. Fait que ça a été démontré aussi. Ça a été démontré
ben, c'est sûr que c'est des firmes qui sont indépendantes des produits laitiers, des producteurs de lait du Québec, là, et tout ça. Mais aux États-Unis, ils ont fait des études là-dessus, c'est que ça ralentit ton métabolisme. Okay. Et puis si on regarde tous les tests qui sont faits au niveau des médicaments et tout ça, c'est tout fait sur des animaux. Donc un animal dans la nature, ça va téter sa mère, puis après ça, ben ça va prendre de l'eau. Nous autres, on est la seule espèce qui continue à prendre des produits laitiers. Donc, fait que si on pense à tout ça, ben tu sais, c'est logique. Puis ils nous disent aussi, tu sais, de prendre du chocolat au lait, du lait au chocolat, là. Du lait au chocolat, bon. Après, ils disent, il y a des annonces qui disent après le sport. Après le sport, oui. Les propriétés du cacao, c'est vraiment très bon. Mais, sauf qu'il y a du lait dans le lait au chocolat. Il y a du lait là-dedans, puis, tu sais, prends un chaudron, mets de l'eau dedans, fais-le bouillir, là. Puis, mets-y du lait dedans, mais le lait, là, il va revirer. OK? Il va cailler, ça sera plus bon. Ton corps, là, il est très chaud. En plus, c'est acide pour que, au niveau de la digestion, faut que tu passes par de l'acidité. Puis tu vas y mettre du lait dedans. Fait que souvent, tu vas te sentir ballonné. Tu vas dire, il me semble que j'ai l'estomac un petit peu pesant, pis tout ça. Ben, c'est ça. Mais aussi, c'est pas aussi, je pense, l'aspect, le lait au chocolat, c'est que c'est extrêmement sucré aussi. Il y a comme je pense une trentaine de grammes de sucre par truc. Oui, il y a beaucoup de sucre, oui. Je pense que c'est un petit peu ça le combo aussi actuel, c'est que tout est très sucré. Oui. Mais tu sais, t'as du chocolat aussi, là, à 75%, 80% de cacao, c'est déjà meilleur. Ben ouais. Tu peux prendre une banane, tu sais, apprends à bien manger avant de prendre des substituts, là. En tout cas, moi, c'est ce que je dis à mes athlètes. Ouais. L'alimentation, ça fait combien de temps que les athlètes professionnels, c'est déjà plus... Parce que, tu sais, je regardais des gars qui parlaient, je pense, dans les années 2000 encore, là, début des années 2000. Après une game au Centre Bell, ils se ramassaient quelque chose chez Harvey's puis ils embarquaient dans l'avion. Il y en a encore qui font ça. Sûrement, il y en a encore qui font ça, mais je veux dire, maintenant, c'est plus jugé, je pense. Parce que si tu rentres dans l'avion avec ça, puis que ton coach te voit, probablement qu'il y a 15 ans versus aujourd'hui, probablement que la réaction est pas la même. Pas la même. Puis si on regarde, là, au niveau, faut juste regarder le Canadien de Montréal présentement, là, ben, il y a quelqu'un qui s'occupe de l'alimentation des athlètes. Parce que là, on bâtit des complexes d'entraînement. Et puis là-dedans, ben, t'as toute la bouffe que t'as de besoin. Puis t'as des nutritionnistes qui sont attitrés aux équipes maintenant, ce qu'on n'avait pas dans le temps. Donc, de plus en plus, là, ça devient monnaie courante partout dans les équipes de la Ligue nationale. Là, ils ont vraiment des nutritionnistes qui sont attitrés à eux. Puis moi, avec mes athlètes l'été, je continue à faire ce suivi-là aussi. Parce que tu veux pas qu'ils arrivent là puis qu'ils soient pas capables de performer parce qu'ils ont mal mangé. Donc, si tu manges de la friture, tu manges de la scrap tout l'été, tu vas arriver là, ton taux de gras va être élevé. Ben, la première chose qu'ils vont faire, va dire, OK, bon, ton taux de gras est trop élevé. Ça te ralentit sur la glace. Mais là, on va te mettre sur le vélo. Tu sais, c'est déjà arrivé à quelques joueurs là qui arrivaient au camp d'entraînement. Là, tu passes une semaine sur le vélo, s'embarquer sur la glace. Je sais pas. Il me semble que la job a été mal faite. Là. Ouais, sans que. Est-ce que quand les gars finissent la saison, le 2 semaines, un mois de repos, là, ils ont le droit de manger. Ouais, qu'ils se gâtent. Parce que là aussi, c'est l'aspect psychologique de j'ai besoin de décrocher aussi. Ouais, c'est ça. Ben, c'est un tout. Hein. Tu sais, il faut que tu décroches, sois capable de décrocher de l'entraînement. Autant sur glace que dans le gymnase. Puis la nourriture, c'est la même chose. Si tu veux te gâter, là, manger de la scrap, ben c'est le temps. Avant que tu recommences tranquillement là, à t'entraîner. Fait que, mais moi, c'est ce que je dis à mes athlètes. Ah ouais, c'est le temps, là. Va-t'en en vacances, profite-en, détends-toi. Si tu veux prendre une bière ou je sais pas combien t'en prends. C'est ça. Parce que le reste de l'année. Ben c'est plus, ils en prennent quand même, mais ils font plus attention parce que tu veux pas être déshydraté non plus. Puis tu sais quand tu te promènes en avion aussi, là t'enfles. Donc tu sais c'est exigeant pour le corps se promener en avion aussi. Tu sais, t'as-tu déjà été, je donne un exemple en Floride. Ouais ben. Bon, tu te rends à l'aéroport, tu vas en avion, t'arrives là-bas, là tu dors très bien le soir. Tandis que l'athlète lui il faut qu'il performe. Puis après ça, il repart, il recontinue. Tu sais, c'est journée après journée après journée. Sans parler quand tu vas dans l'Ouest avec le décalage horaire, exactement. Ça change encore plus. Ouais. C'est quoi parce que les gars arrivent pas tout le temps ils viennent jamais te voir dans le même état. Là. Ils sont pas tous dans le même état individuellement. Les pires cas où tu t'es dit mon Dieu, je sais pas si je peux
aider cette personne-là? Je me suis jamais posé cette question-là parce que quand un athlète vient me voir, puis je peux donner un bon exemple. Là, j'ai Francis Bouillon qui a sa dernière année avec le Canadien de Montréal. Ouais. Je l'ai entraîné, j'ai commencé à l'entraîner. Et puis il y avait la paroi abdominale déchirée, l'aine déchirée, puis c'est ce qui l'avait empêché d'avoir un contrat probablement avec le Canadien. Puis moi j'ai dit viens-t'en, moi je vais te prendre puis je vais te remettre sur pied. Mais j'ai travaillé son centre du corps, justement, ses étirements, c'était des choses qu'il n'était pas habitué de faire. Puis quand il est parti à Nashville, il y a eu un essai là-bas, puis ils l'ont signé pour plusieurs années après. Tu sais, pour moi, là, c'est une bonne paye, ça, parce que, tu sais, j'ai fait ce que j'avais à faire avec lui. Puis, tu sais, c'est facile de dire non à quelqu'un. Mais quand tu vois que la personne veut, puis que c'est une personne qui va t'écouter, tout est possible. Puis je l'ai fait aussi avec des athlètes que personne voyait dans la Ligue nationale, mais qui ont fait la Ligue nationale à un âge qui était beaucoup plus vieux que la normale. Okay. Meilleur exemple, Patrick Bordelot. Ouais, un joueur de l'Avalanche. Un joueur de l'Avalanche qui joue maintenant en Angleterre. Okay. Lui est arrivé dans la Ligue nationale à 27 ans. Il n'y a pas personne qui le voyait là. Mais ça fait 8 ans que j'entraîne Pat, puis il m'a écouté. Puis la raison pour laquelle j'ai décidé de le prendre, c'est que je voyais comment il était dédié au niveau de l'entraînement. Il s'entraînait tout croche, quand je l'ai commencé, là, c'était vraiment tout croche. Ouais. Mais il croyait en moi, puis moi je croyais en lui. Donc normalement ça fait des bons matchs. Puis il a quand même réussi à atteindre son objectif, qui était son but de jouer dans la Ligue nationale. Donc il a peut-être pas joué plusieurs années, mais t'sais, moi, j'ai pas joué dans la Ligue nationale. Fait que lui, il peut quand même dire qu'il a joué dans la Ligue nationale, il a scoré des buts. Je veux dire, il a fait ce qu'il avait à faire pour atteindre ses objectifs. Puis il joue encore aujourd'hui. Donc, est-ce que t'es allé le voir jouer? Est-ce que t'es allé le voir jouer en Angleterre? Non, j'ai pas été en Angleterre, mais je pars pour l'Angleterre. Il sera plus là parce que la saison va être terminée, mais je pars pour l'Angleterre au mois de mai là, pour faire des entraînements là-bas. Là. C'est ça, c'est pas pour des vacances, c'est vraiment pour aller travailler là-bas. Ouais, quand je vais en Europe, là, je travaille solide. Okay. C'est quoi qui se passe en Angleterre pour toi? C'est justement avec le programme qu'on fait avec Somang Hockey, vu que c'est du hockey international, on a des joueurs de l'extérieur qui sont ici. On a un joueur de l'Irlande qui est ici, on a des Japonais, des Coréens, on a des Suisses, des Français, puis des Québécois qui se joignent à ça, ce qui fait que c'est super intéressant pour les jeunes Québécois qui sont ici parce qu'ils voient autre chose. Et puis c'est bizarre comparativement à nos jeunes ici, c'est des jeunes qui coûtent beaucoup. Donc, ils progressent beaucoup plus rapidement. Donc, c'est les jeunes Québécois qui sont avec ce programme-là, ils évoluent aussi rapidement maintenant que ces jeunes-là qui viennent de l'extérieur. Donc, moi, ça m'a permis aussi de l'entraîner un peu partout. J'arrive du Japon, là, j'étais 3 semaines au Japon. Et puis, ils ont jamais vu un entraîneur comme moi parce que j'étais assez friendly, ça glace. Je fais autant de niaiseries que les jeunes, puis je deviens aussi bébé qu'eux. Donc, tu sais, je vais me garrocher sur la glace. T'as vu de plus d'autorité, peut-être? Oui, puis souvent, c'est ce qui les bloque. C'est ce qui les empêche de progresser, surtout au Japon. Au Japon, sont extrêmement respectueux. Puis même trop que ça les empêche de... Ça devient un frein, là. Ça devient un frein parce qu'ils veulent pas enlever la rondelle à l'autre. Tellement qu'ils sont fins. Fait que t'essaies de leur expliquer que... Oui. Puis t'essaies de leur expliquer que quand t'es sur une glace, c'est pas parce que tu enlèves la rondelle que t'es pas fin, puis t'es pas gentil, que t'es pas respectueux. Ça fait partie du jeu. Mais y a rien qui t'empêche d'aller dire bonjour après le match. Là, wow. C'est vraiment une question de mœurs et de culture. Oui, exactement. Puis c'est drôle, je parlais à des parents là-bas, puis parce qu'il y a des Américains aussi qui demeurent là-bas, là, et des Canadiens. Puis un des parents, je trouvais ça drôle, là, c'est eux, avant de donner un coup de poing sa marboulette à quelqu'un, là, il va lui dire bonjour. Il va le saluer, et après ça, il va le geler, puis après ça, il va le saluer. Fait qu'ils sont très respectueux dans cet environnement. Là. Dans la vie, ça, en général, c'est-à-dire que quand il y a des conflits, ça va commencer par un bonjour. Il y a pas trop de conflits là-bas. Les gens se respectent trop pour... C'est sûr que tu veux, tu sais, entre parents puis tout ça, il va en avoir, mais même ici, là, ceux qui sont ici à temps plein, au Québec, sont extrêmement respectueux et reconnaissants de ce que tu vas leur apporter. Ce qu'on voit pas nécessairement avec les jeunes ici, malheureusement.
Est-ce que c'est quoi que tu as appris aussi beaucoup en général de ton expérience justement au Japon? Parce que même je sais que t'es en Europe, mais le Japon c'est comme un genre d'extrême là, par rapport à, ils sont encore plus loin de nous peut-être que l'Europe là. Ouais, puis ben souvent les jeunes pensent que au Japon il y a pas de hockey, puis le hockey est plus faible. Oui, mais au niveau de l'évolution se fait beaucoup plus rapidement. Ouais. Donc ils sont extrêmement reconnaissants. Moi, c'est ce qui m'a frappé le plus là, c'est un peuple qui est vraiment reconnaissant des personnes qui vont aller leur montrer ou leur enseigner là-bas. Puis moi, j'ai adoré mon expérience là. Ça a été 3 semaines. C'était pas évident parce qu'il fallait que je me prenne. J'ai fait 10 villes en 3 semaines. Au Japon. Fait que tu promenais en train avec mon sac, mes bagages, c'est ça, préparer une pratique pour le soir. Souvent, je restais une journée dans une ville ou 2 jours dans une ville. Après ça, je partais puis on faisait une ride de 5-6 heures de train. Mais j'ai vu du pays, c'était vraiment beau. Les gens m'ont aidé. Tu sais, quand t'es mal pris, les gens m'ont aidé. Ouais. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Ça dépend où, mais là-bas, visiblement, je pense. Au Japon, oui. Ouais, pas mal partout où j'ai été au Japon, les villes que j'ai faites. Je veux dire, en général, dans la vie. Pas, je veux dire, des fois, dans la vie, on va pas. Mais au Japon, tant mieux. Exactement. Puis, c'est ce qui m'a marqué le plus là quand j'ai été là-bas, c'est au niveau de l'apprentissage parce qu'ils écoutent tellement ce que tu fais là. Ici, ça serait difficile d'avoir 40 jeunes, je te dirais dans les âges de 6-7 ans. OK, 40 jeunes. C'est toi, c'est les jeunes de 6-7 ans que tu avais là-bas là. Ah, j'ai fait tous les groupes d'âge. Je les ai toutes faites au complet. J'avais une équipe professionnelle qui venait voir mes pratiques parce que j'ai été invité à assister à un match professionnel de la Ligue d'Asie là-bas. Ouais. Puis t'as des Canadiens aussi qui jouent là-bas. Puis tu sais, le hockey est quand même bon là, tu sais, puis les gens vont encourager leur équipe, puis c'est vraiment le fun. Claude Lemieux, dans son retour au jeu dans les années 2000, il avait été joué là-bas. Quand il avait commencé, il avait joué avec une équipe qui est affiliée aux Sharks là-bas. Puis apparemment, puis c'est là qu'il a commencé son genre de retour professionnel. Avant de revenir. Ouais. Fait que le hockey est plus fort que les gens pensent. Ouais. Puis tu sais, je sais que je me répète, mais la différence entre les jeunes là-bas, les jeunes ici, c'est ils écoutent tellement ce que tu dis. T'as pas besoin de répéter 2 fois, 3 fois. Quand tu montes un exercice, ils vont le faire tout de suite. Puis j'avais un groupe de 40 quelques jeunes, tout petits, 6-7 ans sur la glace là. Puis j'ai eu 0 problème de discipline. Aucun problème de discipline, puis les jeunes s'appliquaient à faire les exercices. Fait que c'est pour ça qu'il y a des choses qu'ils faisaient quand je suis parti qu'ils faisaient pas quand je suis arrivé. Comment tu communiquais avec eux? J'avais un interprète avec moi. Mais quand tu montres un exercice sur la glace, t'as pas besoin d'un interprète parce que je fais la démonstration. Okay. Puis ça prend pas 5 minutes. Là. Souvent, je vais faire la démo. Je vais dire, je donne les points clés que le traducteur va dire, là, comme plie tes jambes, regarde ton bâton en avant, regarde en avant au lieu de regarder la glace. Puis, tu sais, je fais des démos comme ça, comment utiliser ta jambe comme il faut. Puis après ça, on part l'exercice. Puis là, ça roule. Ça roule pendant 1h30 de temps. Puis il y a pas beaucoup de pauses, puis ça roule, puis c'est vraiment le fun. Puis les jeunes, tu vois, là, qui sont contents, sortent de là avec un sourire, ils ont appris quelque chose. Puis même j'ai des mères qui étaient là, qui regardaient ça avec des pères, puis qui ils ont jamais vu un enfant aller faire une caresse, un câlin à un coach. Mais moi, tous les kids venaient me voir. Là. Il y en a qui venaient 5-6 fois, là, puis fait que tu sais, j'ai quand même eu une proximité avec ces jeunes-là. En vraiment peu de temps, parce que je les voyais 1 ou 2 fois. Puis tellement qu'on m'a demandé de retourner là un petit peu plus longtemps. Là, c'était ta première fois que tu allais au Japon? Oui, c'est la première fois que j'allais au Japon. Est-ce que tu vois retourner puis comme un peu continuer puis le développement là-bas? Oui, il y a beaucoup d'ouvrages à faire, mais oui, on m'a déjà demandé de retourner probablement au novembre. J'irai un petit peu plus longtemps que la première fois. Okay. Mais on a d'autres endroits aussi qu'on va visiter là avec Soulmagne. Parce que je sais que le hockey en Asie est en plein essor. Ouais. La Ligue nationale est hésitante à aller aux prochains Jeux olympiques en Corée, mais pour celles qui sont en Chine, celles d'après sont absolument ils veulent absolument y être parce qu'apparemment c'est démographique là, ils sont en quantité plus qu'1 milliard, ce qui fait que si 0.005% des Chinois aiment le hockey, le chiffre d'affaires de la Ligue nationale pourrait complètement ça serait plusieurs fois le nombre de Canada. C'est comme si on avait plus de Canada parce qu'on est juste 33 millions, 35.
36 millions au Canada. Et apparemment que là-bas, tout ce qu'ils veulent, c'est justement de se faire transmettre les connaissances puis de partir. Mais apparemment que la construction d'aréna en Chine, tout ça, en Asie va très bien. Il y a beaucoup de Canadiens, des joueurs de la Ligue nationale, Matt Beleskey des Bruins qui est allé cet été, ils vont faire des cliniques. Donc ça, il y a vraiment, c'est vrai l'essor du hockey en Asie? Oui, c'est vrai. Puis même avec le groupe avec lequel je travaille présentement, là, avec Someng, on s'en va, on est des pourparlers pour aller en Chine, aller faire des camps là-bas. En Corée aussi, probablement à Dubaï. Je sais que l'Italie, c'est presque fait, l'Italie, la Suisse, la France, retourner au Japon. Donc on est vraiment dans ce créneau-là. Puis eux, c'est des entraîneurs comme moi qui cherchent là-bas, là, des gens qui sont connectés à la Ligue nationale, qui entraînent des joueurs depuis plusieurs années, qui sont capables d'enseigner. Parce que c'est facile de faire un drill, hein, n'importe quel singe est capable de faire un drill puis siffler puis dire hey, c'est ça, mais il faut que tu sois capable d'expliquer pourquoi on fait un exercice, qu'est-ce que ça va te donner, où ça va te mener dans ton équipe. Et puis tu sais, fait faire un drill c'est facile, mais faire un drill, être capable de l'expliquer puis de dire pourquoi, pour que le jeune comprenne la game du hockey. Fait que ça c'est autre chose. Fait que je pense aussi surtout au niveau des jeunes, c'est l'aspect plaisir aussi. Ouais. Tu l'as dit, je pense que t'as l'air d'avoir un caractère bout en train sur la glace. Les jeunes, puis je pense que une des affaires qui est le plus réprimandant en ce moment, c'est un Bobby Orr, c'est son cheval de bataille en ce moment, c'est laisser les jeunes jouer. Oui, exact. Laissez-les avoir du plaisir. Il dit, moi, si on m'avait dit telle affaire, je serais peut-être pas rendu dans la Ligue nationale, je voulais juste avoir du fun. C'est ça, exact. Au lieu de commencer les systèmes de jeu à des âges peut-être trop jeunes. Là. Ben, c'est ça le problème ici. C'est qu'on n'enseigne pas... on n'enseigne pas les habiletés individuelles des jeunes. On les développe pas. On leur montre des systèmes de jeu. Ça veut pas dire qu'ils comprennent la game. Sauf que quand tu leur montres comment recevoir une passe en mouvement, comment en faire une en mouvement, t'as même pas besoin de leur montrer un système de jeu. Ils vont sortir de la zone comme ça. Ça va être super facile. Mais tant que si tu casses la tête à te montrer un système de jeu quand ils sont pas capables de pogner une passe en mouvement, ben ton heure de glace que tu viens de la scraper. Là. Fait que le jeune s'est pas amélioré personnellement tant que ça. Puis il a rien appris là. C'est ça. Il a appris à être un robot. Là. C'est ça. Il faut que je sois là, non, mais la rondelle ira pas nécessairement comme dans l'exercice que tu as montré, là, elle ira peut-être pas là. Donc, OK, je fais quoi? Là? Puis souvent, tu vois des jeunes qui sont perdus. Tandis que quand tu vois aux États-Unis ou en Europe, quand eux, ils payent, contrairement à ici, là, ils payent les entraîneurs. Donc, c'est des entraîneurs de métier qui sont là, qui montrent aux jeunes. Puis sans rien enlever aux parents là qui sont des coachs. Moi, j'ai pas vu beaucoup de support pour ces parents-là. Ils sont souvent laissés à eux-mêmes. Ouais, je comprends. Ça relève plus du bénévolat que d'autres choses. Exactement, c'est du bénévolat. Okay. Donc, tandis qu'en Europe, ben c'est pour ça qu'on regarde le hockey international, là, soit le championnat junior ou les Jeux olympiques ou tout ça. Oui, on a des bons joueurs au Canada. Là, on a des bons joueurs, c'est pour ça qu'on performe. Sauf que le développement se fait mal en bas. Et puis de plus en plus, les équipes européennes et équipes américaines, rattrapent le Canada. Donc, les gens se posent des questions, ils comprennent pas pourquoi. Mais c'est parce que eux, ils travaillent l'individu au lieu de travailler un système. Fait que les jeunes évoluent plus vite, ils apprennent beaucoup plus rapidement, puis ils deviennent meilleurs. Donc, s'il y avait quelque chose à changer, c'est de mettre l'emphase sur les skills individuels. Ouais, exactement. Je mettrais, même moi, après, tu sais, ça fait, depuis le mois de septembre, on a parti notre programme ici, là, avec les joueurs internationaux, les Québécois. Puis je travaille encore aujourd'hui, là. Je suis même pas rendu à montrer une sortie de zone. J'en ai jamais montré une encore. Puis on joue contre d'autres équipes. Puis ils sont capables de sortir de la zone. Ils ont quel âge? J'en ai qui sont 14 ans, 13 ans, 12 ans. Puis l'évolution, là, ce qu'on est capable de voir, même les parents le disent, là, du mois de septembre à aujourd'hui, là, ils reconnaissent même pas. Parce que ils apprennent à faire un pivot avec la rondelle, faire une passe, prendre beaucoup d'informations. Mais j'explique beaucoup. J'explique aux parents aussi. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que ça va te donner? Puis souvent, les parents disent, ouais, mais pourquoi tu fais ça? Mais je leur explique eux aussi. Parce qu'ils en ont besoin. Ben oui. C'est sûr que l'individu va passer toujours avant le collectif. Puis moi, dans mes pratiques, là, c'est presque seulement de l'individu. Là. C'est peut-être l'aspect aussi que
l'aspect qui est peut-être imbriqué dans la tête des gens, c'est un sport d'équipe, c'est un sport d'équipe, mais que ça reste que on oublie que c'est 23 individus mis ensemble. Ben, tu sais, tu regardes un entraîneur de la Ligue nationale. Ouais. Ben, pas mal tous les entraîneurs. Quand l'équipe va pas bien, puis il y a une séquence, là, que ça va vraiment mal, là, la première chose que l'entraîneur va dire aux médias, faut revenir à la base. C'est la première chose qu'il dit tout le temps. Ben, nous, on oublie de revenir à la base. Fait que c'est là qu'on se tire dans le pied. Ouais. Tu sais, la base, là, faut toujours que tu la maintiennes. Fait que moi, dans toutes mes pratiques, là, j'ai ma base de technique au niveau du patin. C'est quoi la base? C'est l'équilibre sur patin, comment faire un pivot avec une rondelle, comment faire une passe en mouvement, comment tous mes exercices sont basés là-dessus. Et puis tu regardes aujourd'hui là, les pratiques là, qui sont capables de se faire une passe en mouvement, mais prennent la vitesse en même temps. Donc, moi, les joueurs que je vois aujourd'hui, là, comme ce matin, là, ce que j'ai vu ce matin versus ce que j'ai vu au mois de septembre, là, c'est des joueurs complètement différents. OK. Toi, quand t'es allé, t'étais en Asie, t'étais en Europe, c'est où que t'étais allé en Europe aussi qui était plus... justement des marchés peut-être de hockey moins traditionnels là, que peut-être la Suisse. C'est où que tu t'es promené en Angleterre déjà? La Finlande. Finlande, c'est exactement ça. Ils travaillent beaucoup au niveau des habiletés individuelles. Okay. La Suisse, la même chose. L'Italie aussi. C'est sûr que t'as le nord de l'Italie là, qui a plus de hockey. Ouais, c'est ça. Mais tous ces pays-là, là, même la Russie, la Biélorussie, tous ces endroits-là travaillent beaucoup au niveau de l'individu. C'est sûr qu'en Russie, ce que j'ai remarqué, moi, c'est que les athlètes sont surentraînés. OK? Mais eux, il y a pas de pause. Là-bas, là, si t'es pas sur la glace, t'es dans le gym. Si t'es pas dans le gym, t'es sur la glace. Eux, c'est hockey quand t'es attitré à ça. Donc, mais les autres endroits là, travaillent vraiment au niveau de l'individu. Est-ce que tu as vu le documentaire Red Army sur comment les gars de l'Union soviétique étaient entraînés? Ouais. C'était comme des camps de concentration. Ouais, les gars avaient comme plus de famille, tout ça. C'est ça, exactement. Puis je pense que c'est encore un peu comme ça aujourd'hui. OK. Et tu sais, ils performent là, les Russes là, on peut pas dire qu'ils performent pas, mais c'est parce qu'à un moment donné on n'est plus dans la même on est en 2017 là. Ouais, fait que ça a beaucoup changé, le hockey a beaucoup changé, puis le monde a changé en général, tu sais, le stress est beaucoup plus présent. Donc tout ça mis ensemble fait que c'est plus tough là. J'ai une affaire que j'ai toujours remarqué des Russes, je me suis toujours demandé si c'est leur c'est peut-être juste moi, mais je trouve que les Russes patinent différemment du reste des joueurs partout dans le monde. Ils ont comme un coup de patin un peu, probablement souvent au-dessus de la moyenne, puis très très dynamique, puis tu sais des Kovalchuk, des Kovalev, des Fedorov, des Pavel Bure. Comment ça se fait comment ils patinent en Russie? C'est quoi qui se passe? C'est justement, ils ont appris à patiner avant de toucher une rondelle. Donc puis c'est ce qu'ils reproduisent, mais même le programme national là aux États-Unis, c'est ce qu'ils sont en train de reproduire aussi. C'est-à-dire quand je dis le programme national là, c'est des tout petits commence avec des tout petits jusqu'au niveau national. Là. Donc, tous les groupes d'âge. C'est ce qu'ils font en Europe aussi, en Finlande, partout, en Allemagne. C'est tous ces pays-là maintenant, là, c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire. C'est qu'ils apprennent aux jeunes à comment maîtriser leurs jambes, c'est comment travailler avec leurs jambes comme il faut. Après ça, ils apprennent à contrôler la rondelle avec leurs patins. Après ça, ils leur donnent un bâton. Ici, c'est pas ça qu'on fait du tout. Tu bouges pas tes pieds quand t'as le bâton en premier. Tu vas juste vouloir jouer avec la rondelle. Tu vas juste vouloir jouer avec la rondelle. Là, faut que tu apprennes à contrôler la rondelle. Tu sais, on parlait des edges, là, tu sais, les edges intérieurs, extérieurs. Ça, c'est tout au niveau de l'équilibre. Donc, puis moi, c'est ce que je suis en train de faire ici avec le programme le SOMAG. C'est exactement ça. C'est ce qu'on fait en Europe puis aux États-Unis qu'on fait avec ce programme-là. Donc, c'est pour ça que les jeunes s'améliorent beaucoup plus rapidement. Est-ce qu'au niveau des Russes, il y a une affaire que j'avais remarqué, ça remonte autant à l'époque de l'Union soviétique que Alex Kovalev plus récemment. Ils attachent leurs chevilles avec du tape souvent au patin.
Ouais, moi je le fais pas. Qui, je sais pas si, là, en tout cas, la légende veut que c'est comme pour que unir ton pied et le patin pour que ce soit un motion, tu sais, et non pas un pied. Ouais, il y en a moins qui le font présentement. Okay. Ça, c'est, moi, quand j'étais petit, là, je voyais les professionnels faire ça, je faisais la même chose. Mm-hmm. Moi, je mettais du ruban, du tape, là, autour de mes chevilles, puis pour que ça soit vraiment solide. Ouais. Maintenant, j'en mets plus, parce que ma cheville, je suis capable de bouger ma cheville beaucoup plus facilement. Okay. Ça me permet d'extensionner ma jambe, puis on appelle ça le snap, là. Ouais. D'extensionner ma jambe, puis donner vraiment un bon coup de patin à la fin, parce que ma cheville est capable de bouger. Finir le mouvement. Finir le mouvement, okay. Exactement. Donc, de moins en moins, on en voit là, avec du tape là, autour des chevilles, on en voit de moins en moins. Okay. Même les lacets, là, tu regardes les jeunes qui mettent les... Ouais, autour, là, moi, je conseille pas ça. Non, achète des lacets qui sont moins longs, puis... Ouais, je pense qu'il disait que c'était pas bon non plus pour la botte, là. Non, c'est ça. De tous les gars que t'as entraînés, il y a des... souvent, il y a des phénomènes physiques, il y a des... C'est un peu extraordinaire. Les gars que t'as entraînés, que tu t'es dit qu'ils ont des habiletés, ils ont une génétique ou des aptitudes naturelles supérieures à la moyenne. Patrick Bordelot, ça en serait un, parce que il est extrêmement fort. Naturellement. Steve Bégin aussi. Ouais. Steve Bégin, Francis Bouillon, c'est des gars. Steve, c'est une roche. C'est une roche qui est faite solide, pas nécessairement des gros muscles. Puis tu regardes souvent les athlètes de haut niveau là, de la Ligue nationale sont pas énormes, mais ils ont des bonnes jambes. Ouais. Le centre du corps est vraiment bien préparé. C'est un gars qui est raide, là, tu vas toucher les avant-bras, là, les bras, là, le haut du corps, là, c'est vraiment dur. Là. Tu pourrais le pousser puis il bougerait pas. Là. Ça m'a toujours fasciné comment Pavel Datsyuk qui avait l'air d'avoir une shape d'enfant de 12 ans, puis les gars rentraient dedans comme ils rentraient d'un mur. Là. C'est ça, exactement. C'est surprenant, puis souvent on pense qu'ils ont, puis encore c'est des vieilles mentalités. Hein. On pense qu'ils ont tous des gros bras, puis qu'ils sont, mais non, c'est la base du hockey là, c'est de patiner, tu patines avec tes jambes, puis un joueur de hockey ressemble pas à Louis Cyr, là. Non, exactement. C'est pas ça la shape d'un joueur de hockey. Je voulais, parce qu'on d'habitude je vais à l'envers, là, quand j'étais à l'envers, j'ai commencé avec maintenant, puis je reviens dans le passé. Mm-hmm. Mais toi, en fait, tu viens de quel coin, toi? Moi, je suis né à Candiac. Okay. J'ai grandi après ça dans le coin d'Oka. Okay. Et puis, je suis parti quand même assez jeune d'ici, là, parce que j'ai eu un scholarship pour aller jouer aux États-Unis. Donc, je suis parti à 13 ans, je suis parti d'ici. J'ai été dans une école qui s'appelle Mount Assumption Institute. Puis j'ai continué à rester là, c'est plusieurs années, j'ai fini mon prep school, puis après ça, j'ai été college à New York. Dans la NCAA, t'as joué? Non, c'était pas dans la NCAA, c'était college dans ce temps-là, là. Okay. Et c'était différent d'aujourd'hui. Okay. Puis, aujourd'hui, oui, ça serait NCAA, puis tout ça, là, t'as différentes divisions aujourd'hui, là. Okay. Dans ce temps-là, il y avait beaucoup moins de divisions. Donc, puis après ça, j'ai été jouer en France. Donc, t'étais un joueur, t'étais attaquant? Oui, j'étais attaquant dans le temps. Puis quand j'ai fini de jouer, j'étais plus défenseur. Là, mais j'ai toujours joué. Je continue quand même à jouer aujourd'hui. Là. Je joue avec des anciens, là, Éric Desjardins, Pascal Dupuis, tout ça. On joue. On se fait des games entre amis, là, comme ça. Donc, toi, dans le fond, voulais-tu jouer Ligue nationale? Oui, j'y ai pensé, mais j'étais réaliste parce que je suis pas très grand. Okay. Et puis dans ce temps-là, moi je pratiquais avec Peter Rowell qui je me souviens très bien. Tu te souviens, il était grand, un gros bonhomme c'était pas le meilleur patineur. Il faisait 6 pieds quelques. Il était noir pour ceux qui se souviennent, je pense que c'est beaucoup battu aussi. Oui, c'est un bagarreur. Donc moi je m'entraînais avec lui parce que c'est un gars du West Island dans le temps que on s'entraînait ici puis moi vu ma grandeur, ce qu'on me disait, c'est que oui, t'es bon, mais tu grandiras jamais. Lui, on peut lui montrer à jouer au hockey. Ouais, c'est ça. Fait que j'étais arrivé, moi, dans ce temps-là, dans ce timing-là. Fait que c'est pour ça que j'ai été jouer en Europe. Puis j'ai continué mes études en même temps. Et puis, quand je suis revenu, j'ai commencé à entraîner des jeunes. C'est comme ça que ça a débuté. Fait que j'ai fait mes classes. J'ai commencé avec des tout petits. Puis j'ai grandi... C'est en quelle année, ça, à peu près? Ça fait... Fin 90? Ouais, j'étais même début 90. OK.
Donc ça, à cette époque-là, je veux dire, l'entraînement était pas ce qu'il est aujourd'hui. Non, c'était très différent. Comment, tu sais, il y avait comment tu te qualifiais pour faire ça, tu sais, dans le sens que toi, tu as de l'expérience, dans le fond, tu parlais d'expérience. Il n'y avait pas de formation. Non, il n'y avait pas de formation dans le temps, sauf que j'apprends très vite, puis je me suis entouré de personnes qui étaient les tops dans pas mal toutes, là. Okay. Donc, me donner des petits hints, fait ça, puis j'ai une facilité à décortiquer des mouvements. Comme j'ai une facilité à pouvoir déceler si un joueur va passer ou passera pas, ou donc moi c'est comme ça a commencé. Fait que j'ai fait des jeunes, des tout petits dans le hockey mineur. C'est comme ça que j'ai commencé dans ce domaine-là. Puis après ça, on m'a demandé d'entraîner dans le midget 3. Donc j'ai commencé à entraîner le midget 3 dans le junior tiers 2 3. Et puis j'étais pendant le premier lockout de la Ligue nationale, j'entraînais des jeunes, puis un joueur. Tu parles de celui 94-95? Ouais. C'est ça. Puis j'ai commencé, j'entraînais sur la glace, puis il y a un monsieur qui est passé que je connaissais pas. Il arrêtait pas de me regarder, je me demandais qu'est-ce qu'il veut. Puis quand je suis sorti de la glace, il dit j'aimerais ça que tu m'entraînes. Je le connais pas plus, là. Je dis ouais, c'est possible, là. Fait que là, il dit viens-t'en dans la chambre, lui s'en allait sur la glace. Fait que puis c'était Jason Doig qui appartenait aux Capitals Washington. Okay. Fait que j'ai commencé à l'entraîner, puis j'ai commencé avec un joueur, c'est comme ça que mon nom s'est fait, c'est du bouche à oreille. Okay. Et puis parce que quand j'ai commencé, moi je faisais pas de gymnase, je faisais seulement de la glace. Donc j'étais un spécialiste sur glace, puis là je l'ai vraiment aidé au niveau de son coup de patin, au niveau de pas mal tout. Puis là après ça, lui il dit hey, moi j'en ai parlé à un, j'en ai parlé à d'autres, puis moi c'est comme ça que ça a parti. Puis quand on a eu le deuxième lockout de la Ligue nationale, là j'ai fait la réhabilitation de Milan Michalek, là, il s'était blessé au genou. Moi j'ai fait la partie de réhabilitation sur glace. Fait que puis après ça là ça a commencé à jaser encore parce que tu sais il est revenu au jeu, après ça ton nom parce que tu es associé à des joueurs de la Ligue nationale, donc tu sais dans le fond c'est plus comme ça que ça a parti, puis là je refuse du monde chaque année parce que là j'en ai trop, puis je peux pas avoir quelqu'un qui m'aide malheureusement parce qu'ils veulent tous que ça soit moi. Ah, c'est ça. Donc c'est un beau problème, mais c'est un problème qui est pas facile à gérer parce que là faudrait que je me déplace à plusieurs endroits. Donc faut que je choisisse où je m'en vais puis avec qui je vais entraîner. Puis t'as vu dans le fond aussi, tu sais, ayant commencé début des années 90, t'as vu l'évolution aussi de la chose. Ouais. Je regardais récemment, il y avait ils ont sorti un vieil extrait de Radio-Canada qui parlait à Guy Lafleur en 1970 après un entraînement. Il demandait comment il arrivait au camp d'entraînement, puis qu'est-ce qu'il avait fait pendant l'été, puis il disait eh bien, j'ai fait un peu de ski nautique et puis un mois une activité complète. Ouais. Il disait j'ai fait un peu de ski nautique, puis joué au tennis 2-3 fois, puis c'est ça qui est ça. Il arrive au camp d'entraînement pour se mettre en forme. Exactement. Et non pas en forme au camp d'entraînement. En plein ça. Puis c'est ça qui a beaucoup changé dans le hockey. C'est qu'avant, il y avait un poste qui était assuré parce que tu sais, il gagnait pas des millions non plus dans ce temps-là. Mais t'avais un poste qui était assuré parce qu'un vétéran demeurait dans l'équipe, dans l'environnement de l'équipe, jusqu'à temps qu'il probablement prenne sa retraite. Aujourd'hui, ce qui a changé, c'est que les choix de première ronde, les 2, 3 ou 4e choix vont faire l'équipe. Donc, le vétéran va être mis de côté. On le voit de plus en plus. McKinnon qui a été repêché, qui a joué, puis c'est probablement c'est pas probablement, d'après moi c'est le joueur de la Ligue nationale là, après Crosby là. Il est dans la même classe que Crosby là. Il est très bon. Puis tu regardes de plus en plus les jeunes là sont bons parce qu'ils s'entraînent. Donc tu peux pas négliger cet aspect-là aujourd'hui parce que t'auras jamais de contrat. Puis maintenant, avant, c'était l'équipe était une business. Engager des joueurs. Maintenant, chaque joueur devient une business. Donc, puis c'est ce que j'explique à certains joueurs. Je dis, tu sais, tu gagnes un gros salaire, mais investis. Si tu investis 1% de ton salaire dans ton entraînement, ta massothérapie ou whatever, ton alimentation, ben c'est ça ta business, c'est ça qui va te faire vivre, c'est ça qui va te donner un autre contrat, c'est ça. Il y en a qui écoutent, il y en a qui écoutent pas. Ceux qui écoutent pas, normalement, les carrières sont courtes. C'est ce qui a changé. Oui, on le voit. C'est ce qui a changé. Tu sais, puis
être bien encadré aussi, ça devient super important. Parce que c'est pas tous les agents qui sont bons pour le joueur. Il faut que tu aies un agent qui soit bon pour le type de joueur que tu es. Ouais. Qui va, il faut que la connexion, la chimie se passe bien. C'est quoi les espèces de mauvais fits que tu vois souvent entre agents et joueurs? Souvent c'est le joueur va appeler souvent parce que tu deviens insécure à un moment donné comme joueur là. Je donne un exemple. Tu es dans le junior majeur puis tu as moins de temps de glace. Là, tu deviens insécure, tu te poses un paquet de questions. Étrangement, le joueur va m'appeler moi avant son agent, il va me demander mon avis. Puis je dis, garde, écoute, parle-y, mais il y a des choses dans le hockey que tu peux contrôler, puis il y a des choses que tu contrôles pas. Ce que tu contrôles pas, c'est ce que le coach pense de toi. Le nombre de fois qu'il va te mettre sur la glace, ça, tu n'as aucun contrôle là-dessus. Fait que ça donne rien de t'apitoyer sur ton sort puis d'être sur le banc puis de dire parce que le chiffre que tu vas faire, ce que tu peux contrôler, quand ça va être ton tour, ben, tu vas te scraper. Fait que j'essaie de leur expliquer ça, mais souvent, moi, je vais appeler l'agent. Je vais dire, hey, ton joueur, là, ça va pas bien, peut-être que tu devrais le rencontrer, tout ça. Donc, si moi, je suis obligé de faire ça, normalement, c'est pas bon signe. C'est ça. Fait que, mais ça m'est déjà arrivé à quelques reprises. Surtout que toi, t'as pas le pourcentage de l'agent. Non, mais c'est correct parce que puis moi, je le vois pas comme ça. Ouais. Moi, je suis là pour tu sais, j'aide les athlètes, je deviens très très ami avec eux. Tu sais, ils m'appellent souvent parce que j'entraîne pas seulement des joueurs de hockey, mais j'entraîne des chanteurs, chanteuses puis ça, d'autres sortes d'athlètes aussi. Attends, pas si vite. T'as des chanteurs, chanteuses que t'entraînes? Oui. Qui, au niveau de la respiration, c'est quoi? C'est exigeant à faire un spectacle. Cardio? Au niveau de cardio, apprendre à respirer en bougeant puis tout ça, fait que. C'est qui les chanteurs que tu entraînes ou? Rock Voisine, c'en est un que ça fait plusieurs années que j'entraîne. Okay. David Laflèche, qui est le guitariste à la voix, ouais. Marie-Mé. Ouais. Donc j'ai été amené à travailler avec eux, et puis je suis devenu pour une raison que j'ai de la misère à m'expliquer, je suis peut-être trop attachant, non, mais je deviens ami avec eux, tu sais, je vais à la fête du fils à Rock, un exemple, tu sais, donc je t'ai invité souvent à des endroits que jamais j'aurais pensé être invité, tu sais, des matchs de célébrités. Ouais. Alors, vraiment, tu te dis qu'est-ce que je fais ici, non, mais tant mieux. Oui, mais c'est ça. Souvent, je suis surpris. Je suis le premier surpris à être invité à des endroits comme ça, mais comme aujourd'hui, là, tu sais, je trouve ça vraiment le fun qu'on fasse cette entrevue-là. Tu sais, c'est quelque chose que j'aurais pas pensé faire dans ma vie. Ouais. Ça m'a amené à faire beaucoup de choses. La télé, exactement, de la télé, de la radio. T'as fait des chanteurs, t'as fait des athlètes aussi de d'autres sports. C'est quoi les autres athlètes olympiques ou au sport? J'ai fait des marathoniens. Okay. On m'a demandé d'entraîner un boxeur dans le temps, là, un petit Lemieux, là, je sais pas si c'est David. Ouais. Donc lui, je l'avais parti dans le temps qu'il était avec son ancien gérant. Et puis tu sais, ça m'a amené à faire d'autres sports parce qu'au niveau de la biomécanique, j'ai une facilité de... C'est ça, où tu peux t'adapter selon le besoin. Là. Ouais. Puis souvent, on m'appelle souvent à la dernière minute pour essayer de corriger des affaires qui dans un temps limité. Ouais. C'est quoi par rapport la psychologie par rapport aux autres sports, la psychologie du joueur de hockey moyen? Reste la même. La psychologie, là, c'est très important. Il faut que tu t'apprennes à connaître ton athlète. OK, ça c'est la base. Souvent, je vais voir une personne rentrer, puis je vais savoir si ça va bien, ça va pas bien. Il y a quelque chose qui te dérange, juste son comportement. J'ai appris aussi le langage corporel. Ouais. J'ai beaucoup appris avec les années. C'est ça. Quelqu'un qui va être s'affaisser, une poignée de main va en dire beaucoup. Ouais. On le voit souvent là avec Donald Trump. La manière qu'il donne une poignée de main, lui, tu vois qu'il va avoir le contrôle. Mais il tire, puis ça, puis là, les gens analysent vraiment tout ça. Mais je fais la même chose avec l'athlète. Moi, je pourrais avoir là 40 joueurs sur la glace là, sans savoir c'est qui. Juste la manière qu'il patine, je pourrais dire c'est lui. Donc, ce que je me demandais, en fait, c'est comment le joueur de hockey moyen, sa psychologie est par rapport à un autre athlète d'un autre sport. Comment pense le joueur de hockey moyen
pareil. Un athlète, là, c'est un athlète, c'est 80%, c'est mental. OK, c'est dans sa tête, c'est là que ça se passe. Donc, il faut toujours qu'il reste motivé, il faut toujours qu'il y ait un objectif. Tu sais, t'as pas le choix, là, que ce soit un athlète olympique, c'est la même, il veut gagner. L'athlète veut gagner. Fait qu'il faut que il donne les outils pour arriver là. Faut que mentalement aussi, il faut qu'il soit prêt à se rendre là. Puis tu sais, souvent ils parlent, ça prend des sacrifices. Moi, j'aime pas ce mot-là, là. C'est un investissement plus qu'un sacrifice. C'est plus un investissement. Ouais. Un sacrifice, c'est faire quelque chose que t'as pas le goût de faire, t'es obligé de faire. Ouais. Fait que, il faut que tu t'investisses dans ton sport, puis que ça soit n'importe quel sport. Là, on parle de hockey, là, mais que ça soit un coureur olympique, c'est le même principe. OK? Quand tu fais une course à relais, faut que tu aies confiance en ton coéquipier. Ben, le hockey, c'est la même chose. Si t'as pas confiance au gars avec qui tu joues, ça ira pas bien. Fait que, c'est pour ça maintenant que t'as des psychologues sportifs qui se joignent aux équipes. On parle au Doug Guimond, là, qui est affilié avec le Canadien de Montréal. Donc lui, il y a beaucoup d'ouvrages à faire. Puis on oublie aussi le côté familial de l'athlète. Ça devient super important. Ça veut pas dire que ça va super bien, lui non plus, dans sa vie, là. Avec sa conjointe. Il y a Carey Price, là, qui a eu un enfant. On le sait pas. Oui, peut-être que son épouse se lève la nuit, mais ça se peut que lui, ça le réveille puis ça l'empêche de récupérer. Les gens savent pas ce qui se passe en arrière. Facteurs, exactement. Donc, parce que la raison pourquoi je te demandais ça, c'est au niveau de la personnalité des joueurs de hockey. Souvent, j'ai une impression, c'est peut-être vraiment de l'extérieur, mais une expression que les joueurs de hockey sont souvent des ados. Des ados très vite devenus millionnaires. Oui, exactement. Je veux dire, c'est sans vouloir oversimplifier, mais ça reste que c'est un peu des kids, des fois, j'ai l'impression, alors que qui très vite sont embarqués dans un train de vie. Puis tout est pris en charge quand tu es un joueur professionnel. Exact. Quelqu'un s'occupe de toi. Ton repas est prévu, ton hôtel est prévu, ton transport est prévu. Tu es vraiment sur un genre de tapis roulant là, qui t'amène d'un point A au point B. Puis souvent, tu te dis, mon Dieu, ils ont une connexion avec le vrai monde, tu sais, des fois, qui se fait des fois plus à la retraite. C'est pour ça que c'est important d'être bien encadré. Ouais. Parce que je regarde un jeune comme McCarron là, qui avec le Canadien là, qui monte, qui descend, ça devient extrêmement difficile. Faut que tu sois fort mentalement pour être capable d'accepter ça, parce que le rythme de vie est pas pareil. C'est sûr, tu lèves pas tu lèves pas de sac là. Quand t'es dans la Ligue nationale là, tu te concentres sur jouer, pratiquer, puis t'entraîner. Tandis que dans la Ligue américaine, ça se peut que tu transportes ton sac de hockey. Fait que c'est pas le même salaire non plus. Le salaire est pas pareil, le transport est pas pareil. Tu voyages plus en autobus qu'en avion. Niveau de la nourriture, souvent c'est plus toi qui vas gérer ça. Ça sera pas l'équipe qui va le faire. Donc, je pense qu'en amenant le club école à Laval, je pense que ça va faire une grosse différence parce que là, ça va être plus facile de contrôler tout ça. Par contre, au niveau salarial, quand tu passes quand t'es millionnaire du jour au lendemain, rapidement, que t'es jeune, si t'es mal encadré, tu vas le flober. OK, fait que c'est pour ça que l'agent devient important au niveau de ta famille aussi, au niveau de tes amis. Tu sais, si t'as pas des bons amis puis que t'es associé à des gens qui sont pas bien, qui sont pas honnêtes, whatever, ça peut te mettre dans le trouble. Ouais. Aujourd'hui, avec les téléphones cellulaires, faut que tu fasses attention aussi. Des photos, des vidéos, tu sais pas ce qui peut se passer, tu sais. Puis souvent, je regarde des athlètes là, ils vont sortir après un match, ils vont aller dans un bar, tu sais, mais au lieu d'avoir ta bière devant toi, cache-la en arrière de toi, tu sais. Les équipes regardent ça, les réseaux sociaux. Tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est certain que les équipes, il y a quelqu'un qui est attitré à regarder tout ce qui se passe. Fait que c'est quelque chose qui n'existait pas il y a quelques années. Ça n'existait pas, puis ça en dit gros aussi sur la personne. Parce que même moi, je le fais. Tu regardes les athlètes le savent peut-être pas, là, parce qu'ils pensent pas à ça nécessairement. Mais moi, quelqu'un qui m'approche, ou même un joueur que j'entraîne présentement, là, une fois de temps en temps, je vais aller regarder ce qu'il poste ou ce qui se passe sur Facebook ou Twitter ou toutes ces choses-là. Fait que des fois, ça en dit beaucoup. Puis l'athlète, quand il t'approche après, là, qui t'appelle puis qui te dit, hey, j'ai pas beaucoup de temps de glace, tout ça, mais ça se peut que j'y remette sur le nez. T'sais, ça peut se dire, regarde, tu fais des niaiseries hors glace, mais c'est ça. Si toi, tu le sais, ça veut dire que... C'est certain que l'équipe le sait. Fait que c'est là que l'importance d'être bien encadré pour un athlète, là, ça devient super important. Toi, tu fais partie d'une génération différente de ceux que tu entraînes en ce moment, qui sont en Ligue nationale.
Il y a une évolution. Tu veux dire, je suis vieux, c'est non, ça? Ben, toi, quoi, 22, non? Hey, non, mais ouais, je vais te payer. Non, mais dans le sens que, tu vas voir où je veux en venir. En fait, c'est que toi, tu viens d'une école de pensée peut-être différente ou t'as pas été élevé de la même manière que ceux que t'entraînes en ce moment, c'est ça que je veux dire. Oui. Puis, on dit que les joueurs actuellement tu peux pas leur parler de la même manière qu'on parlait aux joueurs anciennement. J'avais entendu Ken Hitchcock qui disait, après qu'il s'était fait renvoyer par les Blue Jackets ou quelque chose, il s'était remis en question un peu à savoir comment il parlait aux joueurs. Ouais. Il était peut-être encore trop sur le vieux modèle de crier après les joueurs. Alors que maintenant, si tu cries après des joueurs, non seulement c'est contre-productif, mais il se ferme complètement. Oui, exact. Et je pense que c'est là que Guy Boucher s'était démarqué parce qu'il avait fait, lui, il avait étudié en psychologie sportive. Lui, il disait, je parle pas à une équipe, je parle à 23 individus. Puis comment tu devais leur parler, je pense que c'est, je sais pas si c'est lui ou qui disait, un coach qui avait coaché national, différentes générations, il disait, avant, tu disais à un joueur, au début de l'année, ça, c'est ta job. Ouais. Tu avais plus besoin de dire toute l'année. Il savait, tu sais. Ouais. Les années 70, toi, tu fais ça. Puis tu disais pas. Alors que là, les joueurs sont beaucoup plus, vulnérable, on dirait insécure. À chaque fois, faut que tu as bien fait ça. Ouais. Il y a un suivi. Toi, dans ton entraînement, tu l'as vu, tu as entraîné des gars dans les années 90, tu entraînes des gars, on est en 2017. Comment ça a évolué? Ben moi, j'ai évolué avec eux. Donc, faut que tu t'adaptes. Moi aussi, faut que tu saches quand lever le ton sur pendant une pratique. C'est pour ça que c'est important d'apprendre à connaître l'athlète que tu entraînes. Que ce soit un athlète dans n'importe quel sport, c'est la même chose. Puis souvent, quand tu coaches en arrière d'un banc, le jeune fait une erreur là. Quand il arrive au banc, là, si tu commences à le blaster, t'as fait une erreur, la première chose qu'il va faire, c'est qu'il va il va backer, là, il va devenir il sera plus là. Tu viens de l'achever là. Tu sais. Puis quand je fais des conférences, là, quand je vais en Europe, souvent c'est ce que je dis aux entraîneurs et aux parents. Le jeune là, il a fait une erreur. Là, il sait qu'il en a fait une. Même si je rentre dedans, là, ça donne absolument rien. Je vais le détruire à la place. Là. Fait que moi souvent, je fais juste le regarder. Puis s'il me regarde dans les yeux puis il me fait un petit sourire, je vais y en faire un parce que je sais qu'il a compris. Fait que c'est cet aspect-là qui a changé au niveau de l'entraînement. C'est extrêmement rare que je vais élever la voix. La raison est fort simple, c'est que plus je parle bas, plus ils ont tendance à m'écouter. Ouais, le plus vieux truc au monde. Ouais, exactement. Puis si on regarde aujourd'hui là, tu sais, les entraîneurs qui sont de la vieille mentalité, qui sont pas ajustés, c'est beaucoup plus difficile pour eux. On regarde Michel Therrien, là, c'est un entraîneur qui était comme ça avant, puis il a dû s'ajuster lui aussi. Là, il faut que tu deviennes presque un player's coach. Ouais. Faut que le gars t'aime. Faut que le gars t'aime. Pour qu'il joue pour toi. Ouais, faut que le gars t'aime, faut que tu sois là pour lui. Puis exactement ce que tu disais de Guy Boucher là, c'est exactement ça. Tu parles pas à une équipe, tu parles à des individus parce que chaque joueur devient une business. Donc puis ils ont tous des comportements différents, ils ont toutes des mentalités différentes, ils viennent d'un environnement qui est différent, donc faut que tu saches patauger dans tout ça. Là. Apparemment que Daryl Sutter, le coach des Kings, parle tellement pas fort dans la chambre que les gars, faut qu'ils arrêtent de bouger tellement que... Ouais, mais c'est voulu. Mais oui, absolument, c'est absolument voulu. Est-ce que tu trouves, parce que souvent les gens de la génération avant trouvent que la nouvelle génération est bébé, est individuelle. Ouais. Est-ce que tu trouves ça? Dis-tu, mais là, Colin, prends sur toi, Colin, tu dis ça des fois? Ça arrive, certaines personnes, mais moi, je me gêne pas pour leur dire. Moi, j'ai déjà eu des jeunes, parce qu'on faisait des entraînements sur glace, au niveau de la stabilité puis tout ça. C'est des choses qui sont pas faciles. Puis j'essaie de leur expliquer que je fais la même chose avec les joueurs de la Ligue nationale. C'est un autre niveau, là, mais... Ouais. Puis j'ai eu un jeune là qui est tellement pas habitué de se forcer. Ouais. Non, c'est drôle, mais c'est ça, ouais. C'est ça pareil qui là les larmes commençaient à couler. Mais je me dis mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est dur. Je sais que c'est difficile. Si c'était pour être facile, là, on serait pas ici. OK, tu serais probablement en train de jouer dans le parc Nord là. Ouais. Mais si tu as choisi de venir ici, tu sais, au moins essaye, on est là pour essayer, puis on est là pour je suis là ici pour te développer. Tu sais, dans le fond, je dis que je suis là pour lui. Fait que c'est des grosses différences. Mais oui, c'est plus difficile d'aller chercher les jeunes aujourd'hui. Souvent, les jeunes ne parlent pas beaucoup. Donc, faut que tu essaies de le faire parler. Tu sens que tu as besoin de plus les encourager, d'être plus positif? Ça, tu sens ça ou non?
Oui, je dis souvent là, moi c'est très rare je vais dire des choses négatives. Je veux tout le temps que ça reste positif parce que t'es là pour eux. Puis souvent ce que j'ai remarqué là avec dans le hockey, c'est qu'on les entraîneurs ont peur que ça paraisse mal sur la glace. Par exemple, quand tu fais un entraînement puis tu montes un exercice, puis c'est vraiment tout croche. Souvent l'entraîneur va siffler puis il va faire un autre exercice, ça a l'air bien, ça paraisse bien. Moi je fais le contraire, je les laisse souvent faire des erreurs. Je les laisse là-dedans parce qu'ils apprennent beaucoup dans ça. Puis souvent, je peux passer, moi, 15-20 minutes sur le même exercice. J'ai aucun problème avec ça. Sauf que je l'ajuste à mesure. Je les rappelle. Je les laisse aller dans la marde, là. Je les laisse dans leur marde. Puis je les rappelle. Puis là, je réexplique l'exercice. Brièvement. Ouais. Là, je les relance. Le même exercice. Puis là, déjà, c'est mieux. Je les rappelle une troisième fois, je dis bon, parfait, vous avez compris l'exercice, ça va beaucoup mieux maintenant, les passes un petit peu plus raides, un petit peu plus, je leur donne juste des petits pointers. Après ça, je les relance, puis le drill qui avait de l'air de la chenoute au début, ça a l'air là après 15 minutes, là, c'est un drill qui roule bien, puis ils ont compris l'exercice, puis ils savent pourquoi il faut le faire. Est-ce que tu trouves que ça prend plus de temps? Ben, il faut que tu aies le temps. C'est ça. Il faut que tu le prennes, le temps. Malheureusement, tu regardes le hockey mineur, aujourd'hui, ils n'ont pas beaucoup de pratique. OK? Fait que c'est difficile de blâmer les entraîneurs qui sont là, qui souvent sont des bénévoles, puis qui, tu sais, sont garrochés là souvent. Là. Mais moi, je viens du système américain, fait parce que j'ai joué là-bas. Ouais. J'entraîne beaucoup en Europe, aux États-Unis, puis c'est le même principe. Souvent, on va avoir 4 ou 5 pratiques pour un match. Ici, c'est le contraire. On a souvent 4 matchs pour une pratique. Puis souvent, les pratiques, c'est des demi-glaces. Tandis qu'en Europe, souvent, on va travailler sur tout le temps, on travaille sur des glaces pleines. Même chose aux États-Unis. Donc, ça fait une grosse différence au bout de la ligne. Puis, quand on fait rarement des scrimmages, mais quand on en fait, on joue sur la largeur de la glace. On joue pas sur la longueur de la glace. Donc, on divise le groupe, on peut le diviser en 3. Puis, on les laisse jouer sur la largeur. Donc, ça leur apprend... Parce que tu en as toujours un qui va sortir du lot, surtout quand ils sont jeunes, qui va patiner plus vite que l'autre. Ouais. Il va prendre la rondelle, boum, d'un bout à l'autre. Puis ça va empêcher ça. Ça développe plus d'autres skills. D'autres habilités, c'est ça. Donc, lever la tête, apprendre à faire des passes à un bas âge. Parce que quelqu'un qui est pas habitué à faire une passe, là, quand il est jeune, plus il avance dans le hockey, plus ça va devenir difficile. Parce que lui, dans sa tête, il est pas habitué. Donc, c'est toutes des petites choses qu'on fait à l'extérieur du Canada qui fait que les joueurs s'améliorent beaucoup plus rapidement. Dans des plus petits espaces. Ouais. Le marché des entraîneurs personnels a connu un boom incroyable, justement, avec les dernières années, parce qu'avant, les joueurs étaient laissés à eux-mêmes au niveau de l'entraînement. Tu t'occupais de toi pour l'été, puis ça finit de même. Alors que maintenant, les gars ont tous des entraîneurs comme toi, s'entraînent beaucoup en groupe. Tu vois les vidéos... Ils sont dans un gym, la musique, le plaisir, puis sont 4-5 gars de la Ligue nationale, de différentes équipes qui s'entraînent, qui se motivent ensemble. Toi, c'est comme ça que ça fonctionne? Oui, c'est la même chose. Est-ce que c'est toi qui fais des groupes entre les gars? C'est les gars qui se mettent entre eux? C'est plus moi qui ai fait parce que tu veux quand même que les joueurs soient sensiblement de la même force. Parce que tu veux qu'ils soient capables de se compétitionner. C'est ce que l'entraînement de groupe crée, c'est que moi si j'ai un joueur, je te donne un exemple qui va en faire 50 répétitions. Je te donne un exemple, un chiffre en l'air là. Puis l'autre en fait 40 mais il va se forcer pour se rendre à 50 pour rattraper celui qui en fait le plus. Donc ça devient une petite compétition puis il y a rien de malsain là-dedans. Puis les gars sont contents, ils jasent, c'est plaisant aussi puis l'entraînement passe beaucoup plus rapidement. Est-ce que avec tous les entraîneurs personnels la job qui se développe là-dedans, il y en a tellement plus que là ça devient pas y a-t-il un danger qu'il y ait des imposteurs là-dedans dans le sens que tu sais vu que c'est pas quelque chose qui est régi, il y a pas de non. C'est pas régi par personne, tu peux engager n'importe qui, tu le payes tout ça. Est-ce que des fois tu te dis oh attention là j'ai un peu comme il y a eu un boom dans les agents, de joueurs, tous des marchés comme ça? Oui, mais il y en a là qui s'appellent comme des préparateurs physiques de joueurs professionnels, mais souvent tu regardes le pedigree de la personne quand ça fait plusieurs années qu'il est dans ce domaine-là puis que son nom est fait. Tu sais, il y a beaucoup de bons entraîneurs ici. Puis là je t'amène peut-être dans une autre piste là, mais moi je travaille beaucoup plus en Europe, aux États-Unis qu'au Canada.
Okay, c'est comme le monde à l'envers un peu. Puis souvent on amène des entraîneurs de l'extérieur ici au Canada. Donc moi je trouve ça difficile de travailler ici. Okay. C'est pour ça que là, tu sais, avec ce qu'on est en train de créer, avec le programme qu'on a monté, c'est qu'on s'en va beaucoup à l'extérieur du pays. C'est oh mon Dieu, c'est nul n'est prophète en son pays. C'est quoi? C'est plus que... Ouais, c'est pas mal ça. Ouais, si on regarde, moi j'ai travaillé souvent avec Gaston Gingras, qui lui aussi il entraîne sur la glace. Là, il fait pas la partie gymnase là, mais il travaille beaucoup sur la glace. On a partagé souvent la même glace. Moi, je faisais mes choses différentes, puis lui il faisait autre chose sur la glace. Puis lui où il demeure là, il peut même pas faire d'entraînement. Donc, puis c'est ça qu'il me disait, il dit c'est épouvantable. Si t'as des joueurs qui sont capables de développer, même s'ils ont joué dans la Ligue nationale, là, ça veut pas dire que parce que tu as joué professionnel que tu es capable. Mais lui, dans son cas, lui, il est capable. Donc, ils se font presque empêcher d'entraîner ici. En tout cas, moi je trouve ça un peu. Il y a quelque chose qui fonctionne pas. Il y a quelque chose qui fonctionne pas. Tu sais, on a des. Je te dis pas que tous les entraîneurs sont bons, mais il y en a beaucoup de bons ici. Puis souvent, ils sont obligés d'aller travailler à l'extérieur. À cause qu'il n'y a pas les infrastructures pour travailler ici? Non, parce que il y a beaucoup de jalousie. Il y a beaucoup. Tu sais, moi, ce que je fais là, c'est régulièrement, là, on parle contre moi, puis tout ça. Ça fait plusieurs années. Moi, quand j'ai commencé. Qui parle contre toi? Ben, les autres entraîneurs, c'est ça? Il y a des entraîneurs qui parlent contre moi, des coachs, d'ici, Landreville ici, Landreville ça. Puis moi, je m'en suis jamais badré. Puis souvent, quand les gens me parlent, hey, tu connais-tu tel entraîneur? Puis souvent, je vais dire, oui, je le connais. Puis qu'est-ce que t'en penses? Ben, il fait sa job, puis je fais la mienne. Tu sais, moi, j'embarque pas dans ces bébelles-là de pégative. Puis si je regarde mon parcours, ben moi aujourd'hui, je suis encore là. Il y en a qui sont plus là, il y en a qui sont encore là, mais souvent c'est de l'insécurité. Puis moi, j'ai pas peur de montrer ce que je connais. Mes connaissances là, j'ai pas peur de le montrer. Parce que je me dis qu'il y a une personne qui est capable de le montrer comme moi, c'est moi. Puis il y a une personne qui a ma personnalité, c'est moi. Fait que souvent, ce que j'ai remarqué avec les années, c'est que les gens vont acheter ta personnalité avant tes compétences. Donc si c'est du branding, c'est ça. Exactement. Donc c'est ce qui m'a permis de faire de la télé, c'est ce qui m'a permis de faire de la radio, c'est ce qui tu sais, c'est des choses, tu sais, je te l'ai dit tantôt, c'est des choses que jamais j'aurais pensé faire dans ma vie. Tu sais, j'ai quand même été analyste sportif pour ça commence bien dans le temps à V. Ça m'a même permis d'animer une partie d'émission. Que jamais j'aurais pensé faire dans ma vie. Donc, tu sais, c'est quelque chose que je peux dire que j'ai fait. Puis, tu sais, je suis fier de l'avoir fait aussi. C'est vraiment des super belles expériences que je vis. Autant avec toi, avec ton émission ici, là, tu sais, je trouve ça vraiment cool parce que là, on peut parler de paquet d'affaires. Je sais que t'es un humoriste aussi, donc tu sais, on fait pas des jokes là, mais tu sais, on garde ça dans la bonne humeur. Ça fait changement d'un entraînement gymnase, mettons. Exactement. Donc, tu sais, être capable d'expliquer les différences entre différents pays, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce que nous on fait pas, pourquoi notre hockey régresse. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de jalousie ici, puis dans pas mal tous les domaines. Des gens, souvent, ils vont s'en faire beaucoup plus avec ce que l'autre est en train de faire que juste faire sa job. Tu sais, fait que puis moi c'est probablement pour ça que je suis rendu où je suis rendu aujourd'hui, c'est que j'ai jamais parlé contre personne. Puis ça donne à rien, puis je trouve que ça regarde mal. Tu sais, ça paraît mal. Hein? Ça en dit long sur une personne. Exactement. Donc tu sais, moi je fais mes choses. J'avais des gens qui ont travaillé avec moi, qui travaillent pas avec moi aujourd'hui pour diverses raisons, dont tu sais un petit peu de jalousie. Est-ce que les médias, c'est quelque chose qui t'intéresse de plus en plus ou de moins en moins? Ou oui, j'aime beaucoup le monde des médias. La communication. La communication, j'aime ça. J'ai une facilité à parler. Des caméras, ça me gêne pas. Ça m'a apporté vois-tu, là, il y a une émission qui va apparaître sur Historia. Ça s'appelle La Dynastie du Canadien. Moi, on m'a demandé de jouer le rôle d'Henri Richard. Donc, c'est vraiment le fun. Fait que, tu sais, ça m'amène à faire ça. Puis moi, en face d'une caméra, j'ai aucun problème. C'est drôle. En face de micro, j'ai pas de problème non plus. C'est drôle parce que j'ai fait de la figuration sur une affaire qui va être à Historia aussi, sur une série sur Jean Béliveau. Ah, ben oui. C'était Marc Beaupré, le comédien qui jouait Henri Richard. Ah ouais? C'est drôle, il y a comme plusieurs versions. Puis il y avait c'est celui qui jouait Marc Arcan dans Série Noire, pour ceux qui ne rappellent pas, c'est lui qui jouait Henri Richard. Puis en tout cas, c'est drôle qu'il y a comme au même poste, il y a plusieurs séries avec plusieurs versions différentes. C'est ça.
C'est avec KO TV, là. C'est okay. Louis Morissette. Je connais donc, je pense que ça passe le 20, si je me trompe pas, c'est le 24 avril, en tout cas. Gros fan de hockey, Louis Morissette aussi. Oui, très gros fan de hockey. Puis, j'ai la chance de faire le match de célébrité au Centre Bell avec lui aussi. Ça fait 4 ans que je le fais. C'est à quelle date? Cette année, c'est le 2 avril. OK, fait que ça s'en vient. Ça s'en vient. Okay. Donc, mais tu sais, c'est un paquet d'opportunités que j'ai eu la chance de faire à cause du métier que je fais. Ouais. Tu sais, les gens que j'ai entraînés, mais ça n'a pas toujours été facile. Là. Parce que, tu sais, là, ça paraît bien, parce que, tu sais, là, moi, ça commence à bien aller. Mais j'ai mangé mon pain noir, là. Je veux dire, j'ai fait beaucoup de gratuité pour être capable de me rendre où ce que je suis présentement. Souvent, tu te rends compte que les gens abusent de toi aussi. Parce que quand c'est gratuit, ben souvent ils disent hey, tu viendrais-tu m'aider? Fait que moi je disais OK, je vais aller t'aider, mais quand tu te rends compte après que lui il fait de l'argent, toi tu fais rien, là tu dis OK, l'aide c'est qui aide qui là. Ouais. Mais ça fait un certain temps que ça va bien tes trucs. Oui, puis mais tu sais tout ça mis ensemble, ça m'a permis de me rendre où ce que je suis là présentement, puis même quand je faisais de la gratuité là, pour moi c'était de l'expérience que j'avais, c'est des bagages, c'est du bagage que je ramassais, puis tu sais dans tout ce que j'ai fait, c'était pas mal ça aussi là. Tu sais j'ai jamais eu besoin de carte d'affaires. Jamais, c'est du bouche à oreille depuis le début. T'as même parlant d'activités hors peut-être de ce que tu fais typiquement, t'as entraîné, je pense, Marc-André Grondin pour Go. Ouais, pour le film Go, j'ai montré à patiner. J'avais vu dans une entrevue avant que le film il sorte, puis il disait, tu sais, c'était bien cute là, patiner de la bottine dans une date dans le Vieux-Port, mais j'avais besoin d'apprendre à patiner pour le film. Comment ça s'est passé? Comment t'abordes un comédien pour l'entraînement contrairement à un athlète professionnel? Ben ça a été ça va prendre plus de plaisir. Ouais, ben c'était comme puis il a appris super vite. J'ai dit regarde, tu vas venir viens sur la glace avec les joueurs que j'entraîne. Fait qu'on était au complexe Bell, puis avec les joueurs de la Ligue nationale, puis le pire c'est qu'il l'encourageait. Je me souviens au début, il s'en allait sur le bord de la bande. OK, il marchait. Je dis marche. Puis je disais pas, je donnais pas de cours là. Je fais juste dire marche sur la glace tranquillement, cours un petit peu avec tes patins. C'était pas encore du patinage, c'était plus du marchage. Ouais, apprendre à rester stable. Puis après ça, je dis ben là je le mettais dans un coin là, puis je dis tu vas faire tel exercice. C'est comme ça que ça a parti. Puis regarde, aujourd'hui, il joue dans une ligue de garage. J'ai pas eu besoin de peut-être à quelques reprises, mais je pense qu'il s'est pas fait doubler beaucoup. Il m'a dit qu'il voulait parce qu'il est venu ici au podcast, puis on n'a pas encore sorti l'épisode parce que Goon s'en vient bientôt la sortie du film, mais il m'a dit qu'il voulait pas laisser les scènes, il voulait apprendre à jouer parce que le fun c'était de faire les scènes, donc il ne doit pas laisser ça un double. Donc il dit qu'il y avait un double qui doublait, mais qui dit que dans le film on le voit pas là, mais il y a dans l'entrecoupement entre ses scènes à lui et la doublure, mais qu'il en a fait une bonne partie, puis surtout qu'il trouvait ça le fun de les faire. Ouais, exactement. Puis le producteur était vraiment content aussi qu'il n'ait pas besoin de la doublure trop souvent. C'est ça. Fait que c'est ça, ça m'a tout amené à avoir ces expériences là, à rencontrer ces personnes là, tu sais Marc-André Grondin quand même. Là, on s'entend que c'est tout un comédien. C'est un bon acteur, c'est une bonne personne aussi. Puis c'est toutes des personnes qui ont été mises sur mon chemin par le hasard des choses. On dit du hasard, mais tu travailles un peu. Puis c'est drôle qu'on parle de hasard, mais mon fils le plus vieux, il me dit t'es chanceux, tu t'en vas au Japon, t'es chanceux. Là, je l'ai regardé, je dis c'est pas de la chance là, je l'ai travaillé, puis tu sais j'essaie d'y montrer tu sais dans la vie là, tu faut que tu travailles pour qu'est-ce que tu veux, pour ce que tu veux puis ce que tu vas avoir. Tu sais il y a rien qui est coulé dans le bec là. Donc puis vois-tu, je pense qu'il commence à comprendre que tu sais je travaille encore beaucoup. Tu sais ma conjointe là souvent on se voit pas, tu sais j'étais parti 3 semaines, on skypait, tu sais fait que tu sais, c'est beaucoup pour elle, c'est t'allais dire le mot sacrifice, mais tu dire le mot sacrifice, mais je n'aime pas ce mot-là, mais c'est un investissement pour elle aussi, parce que tu sais elle sait que tu sais je me marie là au mois d'avril. Merci, fait que vois-tu ça nous amène, on va pouvoir partir en vacances, c'est 3 semaines, puis juste penser à nous, puis avant que la saison finisse, avant que la saison entre les 2 saisons, puis que l'autre recommence. Fait que tu sais oui, elle aussi c'est un investissement pour elle, mais elle le fait pour moi quand même.
même, tu sais. Fait que c'est quand même, vraiment, je trouve ça sharp, là. Vraiment. Marc-André disait que quand il était arrivé, tu sais, c'était tous les gars avec leurs pantalons, leur culotte de la Ligue nationale de leur équipe, tu sais. Il disait, j'étais arrivé là avec un équipement trop petit, puis il dit, j'avais vraiment de la misère, tu sais, les gars voyaient bien que j'avais pas d'affaires là, puis il dit que peu de temps après, il y a eu sa commandite d'équipement qui est arrivé. Il est arrivé à l'entraînement avec des patins qui étaient pas sortis. Les gars ont fait comme, ils sont allés le voir, t'es qui toi, comme ça fait que ces patins-là. Puis OK, puis le temps qu'ils apprennent qu'elle est dans un film avec le gars qui jouait Stifler dans American Pie, là, il dit là, ça a changé le regard des gars sur moi, mais il dit, il y a un gars qui dit dès le début, il a toujours été bien smart avec moi, il dit c'est Antoine Roussel. Ah ben oui. Il dit parce que puis là on a comme je pense fait le lien que c'était l'autre outcast qui était là, c'était lui parce que lui il était pas dans la Ligue nationale, et il avait pas de contrat, il avait pas été repêché. Fait qu'il puis il était pas encore un joueur comme il est aujourd'hui. Fait que c'était comme c'est drôle que ça en dit long sur les personnalités aussi, puis en plus où il est rendu maintenant. Oui, exactement. Fait que c'est tout à son honneur. Vois-tu, Antoine, c'en est un que j'ai eu la chance d'entraîner, parce que je me trouve chanceux d'entraîner ces jeunes-là. Moi, je l'ai entraîné quand il était junior. Ouais. Je le savais qu'il était pour passer parce qu'il était vraiment dédié à son sport. Lui là, il y avait pas de demi-mesure. Okay? C'est un gars qui est dans le tapis tout le temps. Puis tu sais, on se croise à l'occasion l'été aussi là. Puis on se parle toujours. C'est un joueur qui est très reconnaissant, comme tu sais, comme Pomainville, c'est un gars qui est reconnaissant. Bouillon, tu sais, fait. C'est pour ça que j'ai été vraiment chanceux de rencontrer ça, comme Marc-André, là, tu le vois qui est reconnaissant puis qui est content, puis c'est vraiment des bonnes personnes à côtoyer, puis tu sais, quand c'est mis sur ton chemin comme ça, je trouve ça vraiment cool. Là, il a l'air d'avoir je le connais pas, là, Antoine Roussel, il a l'air d'avoir une hargne sans fin qui caractérise bien son style de jeu d'ailleurs. Là, mais... Ben tu sais, les carrières de hockey sont de plus en plus courtes. Fait que tu peux pas, lui dans sa mentalité, là, de la manière qu'il pense, c'est moi faut que je me défonce tout le temps, sinon j'ai pas de job le lendemain. Donc puis souvent c'est la mentalité. Moi je disais aux jeunes, quand tu vas sur la glace, que ce soit un entraînement ou un match, ben donne-toi. Tu sais, donne ton maximum. Fait que, mais si t'es pas capable de donner ton maximum quand tu vas t'entraîner ou quand tu vas jouer un match, tu sais, ça va être difficile. C'est sûr. Ça va devenir difficile. Surtout que les statistiques étaient contre lui, dans le sens que un Français qui déménage au Québec pour venir jouer dans le national, qui est pas repêché, qui tu sais, il partait de tu sais, si les gens veulent parier, je pense qu'il aurait parié contre lui, tu sais, puis il a quand même montré content. Écoute, je vais te laisser aller. Ça fait déjà presque un an et demi qu'on jase. T'as-tu, parce que je sais que t'es un petit peu à la radio, à la télé, c'est où que t'es en ce moment? Où est-ce qu'on peut t'entendre? Est-ce qu'en ce moment t'es à la radio? Non, pas présentement. Non, je suis pas à la télé, à la radio, mais comme la dynastie à Historia, la dynastie du Canadien, là, c'est fin avril, début mai, c'est 2 émissions d'1 heure. Et puis il y a ça, mais sinon si les gens veulent tes services, t'as un site internet, je pense? Non, ben je suis sur Facebook, donc je suis facile à trouver là, François. C'est quoi mon gym virtuel? Oui, ça fait longtemps, ça fait plusieurs années. Je suis plus avec mon gym virtuel, mais parce que c'est encore en ligne, c'est pour ça que je me demande. Ouais, c'est encore en ligne. D'ailleurs, j'ai demandé au monsieur de l'enlever là, mais non, je suis plus avec eux, mais c'est facile avec Somang Hockey aussi. Ils ont un site Facebook, puis ils se promènent sur internet eux aussi, donc Somang ou François Landreville, je suis facile à reconnaître. Super, ben merci François, merci de nous faire un tour. Merci à toi, c'était le fun. Merci beaucoup à François Landreville, très belle rencontre, très cool gars. Je vous rappelle par ailleurs qu'on est au festival Transistor, le festival de la radio numérique de Gatineau. Nous serons dans le Vieux Hall le 30 avril 2017 entre 16 et 17 heures au resto-bar, le café-bar, le Troquet. Donc c'est gratuit, soyez-y, ça va être vraiment cool. Et si vous avez aimé